Donc là, on va parler des origines du Covid-19. Donc, je rigole parce que ça fait 5 minutes que Georges nous parle du livre de Bruno Le Maire. Vous chercherez. Que je vous recommande. Ouais, voilà. Vous chercherez. Donc, donc le bouquin s'appelle Viral. Et l'idée, c'est de s'intéresser, donc de se poser la question des origines du Covid-19. Donc, est-ce qu'on parle d'une fuite de laboratoire ? Parce que je pense que tout le monde sait maintenant qu'il y a un institut de virologie à Wuhan. Ou alors, est-ce que c'est une zoonose ? Donc, est-ce que c'est un animal qui a infecté une personne ? Et donc, c'est un livre qui a été écrit par Alina Chan, qui est chercheuse postdoc au MIT et Harvard, et Matt Ridley, qui est un auteur et essayiste connu. Il a écrit... son best-seller, c'est Génome. Voilà, moi, je ne connaissais pas. Et donc, là, on va se faire un épisode où on va se faire cancel de YouTube, parce que voilà, c'est un peu un sujet délicat. Je dis ça, mais en fait, en 2023, je pense que c'est pas trop un sujet délicat. Enfin, je sais pas c'est quoi votre feeling là-dessus, mais je pense que c'est devenu un peu moins délicat. Vos retours de ce que vous voyez un peu. Moi, ce que je retiens, après, je me suis pas passionné pour la question, mais ce que je retiens, c'est que à la base, À la base, c'était délicat. Hein. Ouais, je sais pas si c'est délicat, mais en gros, l'hypothèse de l'échappement du virus dans un laboratoire était très rapidement cautionnée comme irréaliste, enfin, taxée d'irréalisme ou de complotisme. Ouais. Et moi, j'y croyais, je me disais, bon, voilà, il y a suffisamment de recherches là-dessus pour machin. Enfin, je croyais un peu la doxa, quoi. Ouais, Et ouais. après, plus tu m'en parlais et plus je me renseignais, Mm. plus je me rends compte qu'en fait, c'est une hypothèse crédible. Et aujourd'hui, de ce que je comprends, bon, il n'y a pas un état de l'art, donc il n'y a pas consensus, mais c'est une hypothèse crédible, c'est presque en mode 50-50, quoi. Ouais. Bon, après, on va en discuter pendant le bouquin. Ouais, c'est ça. Mais du coup, je trouve ça notable que, à la base, c'était considéré comme complètement irréaliste et qu'aujourd'hui, c'est une hypothèse possible, voire probable. Et par ailleurs, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Et que justement, si on veut pas que ça se reproduise, c'est intéressant de comprendre l'origine de la chose. Et je trouve ça juste dommage, et ça c'est plus une critique du paysage médiatique, de rapidement Ouais. passer à autre chose Mm. sans prendre la peine de faire un post-mortem et de vraiment s'intéresser à la question. Oui, en fait, juste pour info, la façon dont l'épisode est organisé, en fait, je sais pas, il y a en gros 4 parties. Il y a pourquoi c'est une théorie du complot. C'est-à-dire pourquoi au début on a taxé ça de théorie du complot. Je trouve ça intéressant d'essayer de comprendre ça. Ensuite, il y a les arguments pour le lab leak, donc le fait que ça soit échappé d'un labo. Ensuite, il y a les arguments contre, en troisième partie. Et en dernière partie, justement, Georges, il y a, je sais pas comment faire sens de tout ça, en fait. Qu'est-ce qu'on peut essayer d'en tirer comme leçon sur le paysage médiatique c'est quoi les trucs où c'est un peu dommage. Enfin voilà, Oui. on peut en parler un petit peu à la fin, en effet. Ouais. Et ça, exactement, enfin, sur l'aspect comment faire sens, c'est pas spécialement lié au Covid, c'est plus lié à la manière dont aujourd'hui fonctionnent les médias et peut-être Ouais. même lié au fait que peut-être les gens sont pas avides de lecture profonde enfin bref. Et, en gros, le point, c'est que c'est une nouvelle chasse l'autre, quoi. Mm. Et aujourd'hui, on fait pas assez, je trouve, de retour en arrière et de retour d'expérience. Je sais pas si tu te rappelles, on avait déjà discuté du même sujet sur les politiques publiques. Mm. En fait, on enchaîne les politiques publiques, on enchaîne les législations, on enchaîne les réformes. Et il y a des instituts, il y a des experts qui font des analyses de l'impact des réformes préalables. Mais en fait, personne s'y intéresse, ou en tout cas dans le grand public, tu vois. Personne ne s'intéresse à telle réforme, le CICE, ou la flat tax, ou le machin. Quelle est l'analyse faite par le Haut Commissariat, ou je ne sais quoi. Et ça, c'est plus donc une critique des médias et même de nous-mêmes, tu vois, les consommateurs d'informations. Je trouve qu'on est trop attiré par la nouveauté ou par le bref, les news courtes, et pas assez par essayer d'apprendre des expériences préalables. Ouais, c'est vrai, tu avais dit ça, c'était intéressant. Je sais plus dans quel épisode, mais oui, en effet, et du coup, dans la dernière partie, tu sais, j'ai fait l'exercice un peu de taper dans Google fuite de labo et voir un peu ce qui sort. Bon, on va pas en parler là, mais oui, c'est un peu le niveau zéro. Mais je vous donnerai quelques Ouais, parce que moi, j'ai citations.
J'ai le souvenir que, en effet, au début, j'avais le sentiment que c'était taxé de pas du tout plausible ou complotiste. Et après, on en avait un peu parlé ensemble. Et puis à la radio, genre, je sais pas, France Inter ou un truc comme ça, il y avait, je sais pas, je pense à un scientifique qui avait, ou un débat de scientifiques qui disait que cette hypothèse n'était pas du tout à écarter et que c'était parmi les hypothèses plausibles et à étudier pour expliquer cette crise sanitaire. Et du coup, j'étais là, ok, donc en fait, c'est accepté. Et je crois qu'après, il y a des politiques qui ont repris un peu, peut-être pas en France, mais genre en Angleterre ou je sais plus. J'avais entendu donc moi, depuis, je me suis dit, ah ok, en fait, il y a eu un espèce de déni au départ, mais en fait, maintenant, on étudie sérieusement cette hypothèse-là. Écoutez, de toute façon, ouais, voilà. non, mais c'est intéressant d'avoir aussi votre ressenti, parce que c'est vrai que moi, je suis pas quelqu'un qui regarde beaucoup l'actualité. Et donc peut-être que j'ai une vue un peu à la con de ce qui se dit et ce qui se dit pas. Donc ça va être intéressant aussi, dans la dernière partie, d'avoir vos retours de ce que vous avez pu entendre. On pourra regarder. Ouais. Et juste pour pour dater un peu les trucs, en gros, ça c'est un bouquin qui a été publié en novembre 2021. Donc je sais pas si vous vous souvenez, mais la pandémie elle commence en gros en janvier 2020. Vraiment la pandémie. Moi j'ai acheté la version de juin 2022 qui est une version updatée, mais en fait il n'y a pas tant de update que ça. Il y a des livres en France qui sont sortis, notamment de Brice Perrier qui a fait un Thinkerview d'ailleurs, ça s'appelle Aux origines du mal. Et il y a Jérémy André aussi, Au nom de la science, que j'ai pas lu, mais donc il y a aussi des gens en France qui ont l'air d'avoir fait la même enquête que l'enquête qu'il y a là. Je peux dire également qu'au début du bouquin, les auteurs pensaient que ça serait 50-50, zoonose ou fuite de labo. Donc ils ont fait 50% zoonose, 50% fuite de labo dans le texte. Mais vers la fin du bouquin, donc à la fin de l'enquête, ils penchent quand même plus pour le labo. Comme un peu tout le monde qui s'intéresse au sujet, plus de 5 minutes, on va pas se mentir. Et donc voilà, ça va être... je pense, un bon support pour s'attaquer à ce sujet. Voilà. Est-ce que vous êtes chaud ? Yes. Allez, donc il y a une première question qui est intéressante, je trouve. C'est pourquoi est-ce que c'est une théorie du complot, en fait, ce truc-là ? C'est vrai que c'est étonnant, je trouve, pourquoi est-ce qu'on aurait envie de protéger les sentiments du régime chinois ? Parce qu'en fait, finalement, les médias mainstream... ils ne se préoccupent pas de heurter les mœurs du régime chinois. C'est beaucoup critiqué et tout. C'est quoi la mécanique qui fait, selon vous, que en fait, c'est devenu au début une théorie du complot en fait ? C'est quoi les causes de cette espèce d'aura en fait ? Est-ce que vous êtes déjà posé cette question ? Parce qu'il faut qu'on sache l'expliquer en fait. J'avoue que, j'ai pas assez réfléchi, mais là, instinctivement, j'aurais tendance à dire que peut-être qu'on se dit c'est tellement gros et c'est tellement grave que ça peut pas être le fait d'une erreur humaine ou le fait ou ça peut pas être la conséquence d'une fabrication humaine, quoi. Ouais. Donc peut-être qu'il y a un côté, on se dit ça un peu, on se dit ah c'est trop gros, ça peut pas être ça. Ça paraît inconcevable, ouais, au départ. Voilà. Mais à part ça, et peut-être qu'aussi on a l'historique des précédentes pandémies ou autres, qui qui étaient pas la résultante d'un machin, et du coup on se dit on poursuit, on prolonge la tendance et on se dit c'est un peu la même chose que ce qui s'est passé avant. Ouais. Donc je dirais c'est les deux facteurs qui me viennent comme ça. Ouais, en fait, je pense qu'on peut inclure celui-là, je pense que c'est pas mal. Et ce que les auteurs disent, c'est que en fait, tu sais, tu as la communauté des scientifiques, des virologues, des gens qui travaillent dans les biotechnologies. En fait, tu as sûrement eu une peur un peu de voir une animosité généralisée se tourner vers toi. C'est-à-dire, en fait, tu passes de sauveur, on est des beaux gosses, on est des scientifiques, on va sauver l'humanité, à non, en fait, on est des fouteurs de merde. Et tu as des pertes juste d'aura, mais tu as aussi des pertes un peu concrètes de financement. Et donc, je pense que les gens seraient trop vénères si c'était acté que c'était un labo.
Et donc, je pense que quand tu es scientifique dans ces milieux-là, tu as un espèce d'intérêt. Alors, je pense que c'est probablement subconscient, mais tu sais, à préserver ta profession. Et après, je pense qu'il y a aussi un côté, c'est jamais très sympa de cracher sur les collègues quand t'es pas sûr à 100% qu'ils ont chèvré, tu vois. Donc, je sais pas si vous voyez le truc, ça, je trouve que c'est pas mal comme argument. Pourquoi c'est une théorie du complot Oui. Tu vois. Oui, donc en gros, ce qu'on dit, c'est que les raisons pour lesquelles cette hypothèse a été rapidement dévalorisée ou écartée, c'est un, que historiquement, elle n'était pas valide. Historiquement, c'était plutôt des zoonoses. Ouais. Deux, c'est que c'est par corporatisme. C'est que toi, en tant que chercheur ou en tant que fabricant de ce genre de molécules, tu n'as pas intérêt à dénoncer ta propre profession parce que tu as des risques juridiques et des risques financiers. Ouais. Et trois, des raisons aussi, enfin c'est dans la même veine que le corporatisme, c'est t'as pas envie quand t'as pas une certitude. En gros, ton niveau de conservatisme et ton niveau de précaution est plus élevé quand il s'agit de tes collègues. Et d'accuser quelqu'un, je pense même en général. Ouais, c'est ça. Et moi j'aime bien la citation, tu sais, je la traduis en français du coup, mais c'est une citation qui dit « C'est difficile de faire comprendre une chose à quelqu'un lorsque la compréhension de cette chose remet en question son salaire. » Je sais pas si vous avez déjà entendu ça, cette citation, elle est sympa. Et en gros, c'est un peu ça, quoi. Et donc oui, donc du coup, c'est un premier élément. Donc pourquoi les scientifiques sont prudents, donc ça c'est pour être sympa, voir carrément pourquoi ils peuvent être un peu dans la malhonnêteté, ça c'est pour être un peu moins sympa. Et juste... Enfin, je peux illustrer le truc avec le plus polisson des scientifiques, qui est un mec qui s'appelle Peter Daszak, donc son nom va revenir dans le podcast, qui fait partie d'une ONG Eco Health Alliance, qui travaille en fait en étroite collaboration avec l'Institut de virologie de Wuhan. Et donc ce gars-là, Peter, il a un peu poussé à faire signer par des scientifiques des lettres disant on se dresse fortement contre les rumeurs, les fake news et les théories du complot à propos de l'origine du virus. On condamne fortement les théories du complot suggérant que le Covid n'a pas une origine naturelle. Donc, tu as eu 27 scientifiques proéminents qui avaient publié une lettre dans le journal le Lancet qui condamnait les théories du complot, même si au niveau preuve, c'était un peu léger quand même à l'époque. C'était mi-février, pour vous situer le truc, alors que le génome du virus, il était dispo le 11 janvier. Donc, tu vois, le temps de rassembler les mecs pour signer la lettre et tout, c'est quand même un peu léger, quoi. Voilà. Et en plus, il y a des emails qui ont leaké. Et dans les emails, Peter, il est en mode non, mais c'est moi qui suis à l'initiative de la lettre, mais venez, on fait genre, c'est pas moi. Donc, voilà. Lui, c'est un peu le petit sacripant du groupe. C'est peut-être un peu le pire exemple. Mais je pense que là, c'est un peu caricatural. Je pense que s'il y a une sorte de diffusion un peu dans le milieu scientifique de on crache pas sur les collègues et on va pas se tirer une balle dans le pied non plus, quoi. Voilà. Ouais, et après, ce qui est un peu légitime aussi, tu vois, parce que on est un peu dans une époque des fake news, de la désinformation, de la remise en cause de l'autorité scientifique et de l'autorité tout court, tu vois. Ouais. Et du coup, je peux comprendre ce genre de mécanisme. Après, le problème, c'est que ça peut s'avérer contre-productif et que ça peut donner du grain à moudre, in fine, aux complotistes et aux anti-vax et aux autres bolos, tu vois. Oui, ouais. Non, tu voulais dire un truc? Non, j'allais dire que après, c'est pas forcément. Enfin, ça dépend comment il a tourné le truc, mais ça, c'est pas forcément illogique que quelqu'un de la communauté scientifique appelle le reste de la communauté à pas s'engouffrer dans cette accusation-là en disant bah attendez, c'est une hypothèse, mais pour l'instant elle n'est pas prouvée, donc aidez-moi à pas faire que justement au niveau du reste du monde ça parte en cacahuète sur cette hypothèse-là. Bon, là, le truc c'est que lui c'est vraiment un petit coquin, donc c'est un mauvais exemple parce que en fait du coup il est en collaboration avec l'Institut de virologie. Son taf et un peu sa marque de fabrique et son business, c'est d'aller choper des virus un petit peu partout dans le monde pour aller les étudier. Donc, en gros, il y a un gros conflit d'intérêts. Ouais, en plus, il était dans le panel des gens qui sont allés investiguer à Wuhan. Donc, c'est un peu le mec, t'as envie de lui dire, bah, toi, mets-toi en retrait parce que... voilà, tu vois. Donc, lui, mais je le cite parce que c'est un des plus coquinous.
Je pense que c'est pas un exemple représentatif des scientifiques en général. Et ensuite, tu as la question un peu de pourquoi en fait les médias principaux vont jouer le jeu. Et en fait, c'est pas bien compliqué. Ça, c'est selon moi. Je pense que les scientifiques, ils ont une certaine aura. Enfin, aujourd'hui, c'est les gens qui font voler les avions. C'est un peu, quand on lit les livres de Yuval Noah Harari, il dit c'est un peu les nouveaux prêtres, c'est un peu la nouvelle religion. Enfin, si tu les critiques, t'es mort, quoi. En gros, on va dire que tu vas avoir un avis contraire à la science. Et donc, en gros, tu as un élément trust the science, entre guillemets, où en gros, non, en gros, tu fais très gaffe quoi, quand tu remets en compte ce que les scientifiques ils disent. Donc, il y a cet élément-là. Et je vais en rajouter un, c'est, vous savez, on confond souvent la fuite accidentelle de laboratoire avec la fuite délibérée. Et la fuite délibérée, concrètement, il n'y a personne qui dit de sérieux qui pense que c'est ça qui est arrivé. Mais ça a tendance à salir la fuite accidentelle. L'hypothèse de la fuite. Voilà, où les gens, en fait, parlent pas de la fuite accidentelle parce qu'ils ont peur d'être associés avec certaines personnes qui pourraient parler de la fuite délibérée. Enfin, c'est un phénomène de salissure, tu vois. C'est comme, je sais pas, si tu critiques l'immigration, t'as peur d'être traité de raciste, donc tu le fais pas. Enfin, c'est des trucs un peu subconscients, quoi. Mais je pense que ça joue, voilà. Donc ça, c'est mon explication sur pourquoi c'est une théorie du complot. Je sais pas si ça vous va, mais je pense que c'était important de déjà expliquer ça, parce que si t'expliques pas ça, t'expliques rien, en fait. Je sais pas si ça vous va. Ouais, non, mais moi je trouve ça super intéressant. Ouais, non, je trouve ça intéressant, mais tu vois, ouais, bon, bref, on en parlera plus tard. Mais moi, ce qui me gêne vraiment, c'est le côté, tu vois, on peut faire des erreurs, mais si on apprend des choses, tu vois. Et je trouve que les médias, ils font des erreurs, et après, la plupart, pas tous, tu vois, mais la plupart, juste, ils passent à la problématique suivante ou à la news suivante, sans vraiment faire le travail de, en fait, il s'avère que blablabla, et enfin, c'est super important, tu vois. Oui, et typiquement, tu vois, le gars là qui s'appelait, que j'avais cité au début, là, qui avait écrit un livre aux origines du mal, la Brice Perrier, lui aussi, son expérience, c'est qu'en gros, il dit que son livre a été boudé quand même par les médias traditionnels, alors que peut-être qu'à l'époque où il est publié, quand même, au bout d'un moment, on a quand même compris que c'était quand même probable le truc du labo. Alors pourquoi ils le boudent? Peut-être ils n'ont pas envie d'admettre qu'ils ont fait de la merde. Et l'expérience des auteurs, c'était aussi que ils ont été boudés par CNN, BBC, ils ont vu beaucoup d'autocensure, ils ont vu beaucoup d'encouragement de scientifiques en privé, mais pas en public. Ouais, exactement. Donc, c'est un peu chelou. Ouais. Et tu vois, je trouve que ce manque de correction a posteriori de ces erreurs, cette accélération du rythme de l'info où juste on passe toujours à la problématique suivante et jamais on revient. Enfin, je trouve que c'est pas le sujet du livre, du bouquin, tu vois, mais ça peut être un des éléments qui suscite de la méfiance et de la défiance à l'égard des médias, tu vois. Ouais, carrément. C'est pas simplement qu'on kiffe les faits divers et on aime le mec qui viole sa fille et qui l'enferme dans une cave pendant 15 ans et on aime que ça, tu vois. Ouais. C'est aussi que, les médias, parfois, ils font des erreurs et ils font pas le travail qu'ils devraient faire, tu vois. Ouais, on peut en parler, vas-y, dans la dernière partie. Je pense qu'on pourra passer un peu de temps dessus. Et du coup, là, je peux faire, je pense, la partie la plus intéressante, qui, en gros, je vais passer en revue les meilleurs arguments pour la fuite accidentelle de labo. Donc ça, c'est quand même le truc le plus intéressant. Parce qu'en fait, ouais, vas-y. Juste pour clarifier, en gros, aujourd'hui, il n'y a que 2 hypothèses. C'est ça, il n'y a que la zoonose et la fuite de labo, il n'y en a pas d'autres. Non, il n'y a pas d'autre hypothèse, mais je vois même pas si c'est possible d'avoir une autre hypothèse, en fait. Enfin, tu vois, genre, soit le virus, il sort de... Enfin, je sais pas, qu'est-ce que tu pourrais imaginer Ouais, non, mais... Non, mais c'est une bonne question, j'avoue. Je pense que c'est juste ça la réponse, c'est qu'à un moment, soit c'est... Enfin, oui, je pense que c'est binaire, oui. Mais après, on va quand même voir qu'il y a plusieurs niveaux de fuite de labo, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a genre le truc, il a leaké du labo, le truc, il a été modifié dans le labo, puis il a été leaké. Enfin, tu vois, il y a plusieurs niveaux de trucs. Ouais. Mais en gros, oui, c'est soit ça vient du labo, soit c'est naturel. Et on va voir qu'il y a peut-être une zone entre les deux. On va parler du professeur Raoult, vous allez voir, on va... Ouais. Attends, il s'est passé un truc obscur, là.
Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, les 2 écrans sont devenus tout noirs et là, on n'a plus le retour sur le Ça va deuxième prendre- écran. Ça va prendre 2 secondes, on va le remettre, Ouais, mais, t'inquiète. mais on va couper. Ouais, ok, c'est trop chelou. Je pense c'est peut-être une mini panne de courant. Ouais, c'est possible. Donc on racontait quoi là avant que ça fasse de la grosse merde là sur l'équipement? On m'a Tu raconté disais qu'il y avait. Pardon. que t'allais nous dire les meilleurs arguments pour Ouais. l'hypothèse de Ah la oui, et on fuite. disait qu'il y avait des zones un peu grises de, Ouais. est-ce que c'est sorti du labo, est-ce que ça a été pimpé dans un labo. Et j'allais vous dire qu'on va parler du professeur Raoult qui justement n'a pas compris, selon moi, certaines subtilités. On va rigoler Le un pauvre, peu. il va encore prendre plein la tête. Bah là, ouais, bon, voilà. Donc, et oui, et je disais du coup, ouais, les arguments pour la zoonose, bah, ça va être un peu plus court parce que c'est juste, bah oui, ok, c'est un animal qui nous a filé le virus, c'est moins intéressant vu que c'est un peu comment dire, c'est un peu le truc de base, quoi. Enfin, Ouais. En gros, c'est si t'as pas d'argument pour le labo, c'est que c'est ça, quoi. C'est ça. Voilà. Donc c'est moins intéressant. Donc au niveau des arguments sur le labo, donc je vais les numéroter, hein, ça va être plus simple à suivre. Donc le premier argument, c'est déjà au niveau de l'endroit. Donc c'est Wuhan. Donc en gros, le wet market, je sais pas comment on dit en français, mais en gros le marché de Wuhan où en fait voilà, il peut se vendre des animaux vivants, a été l'endroit où en gros la pandémie s'est amplifiée. Bon, c'est soit amplifié, soit est née. Voilà. Ok. Et du coup, à Wuhan, bah, juste à côté, tu as Attends, non, déjà, pardon, première information. Avant ça, il faut savoir que les top chercheurs donc, sur les virus de type SARS, donc SARS, c'est une famille de coronavirus, ne pensaient pas qu'une pandémie pouvait éclater à Wuhan. Donc apparemment, il existe des cartes de risque pour les pandémies, où en gros, tu dis, bah là, c'est risqué, là, c'est pas risqué. Et la région de Wuhan, apparemment, c'est safe. Et typiquement, on parle d'une ville qui est à plus de 1000 km des régions où les sarbecovirus sont typiquement localisés. Donc les sarbecovirus, c'est un sous-genre de bêta-coronavirus. Et le Covid, c'est un sarbecovirus. Et bêta-coronavirus, c'est un coronavirus. C'est un sous-genre de coronavirus. Donc, c'est comme des petites poupées russes, si j'ai bien compris. Ok. Voilà. Et donc, Et c'est basé sur quoi comment on évalue qu'une région est à risque ou pas? C'est des trucs météo, des trucs... ouais. quel genre de Non, paramètres quoi. ça, je sais pas trop, mais typiquement, en gros, tu vois, les scientifiques du Wuhan Institute of Virology, en fait, ils allaient chercher dans le sud de la Chine, à plus de 1000-1500 km de là, les virus qu'ils allaient étudier à Wuhan. D'accord. Donc en gros, tu vois, je pense qu'il y a des endroits où tu sais qu'il y a des coronavirus, et des caves de chauves-souris, et des grottes, et des machins, et des endroits où tu sais que bah il y en a moins, et voilà. Ok. Et donc du coup, bah voilà, à Wuhan, t'as pas des mecs en train de frotter des culs de chauve-souris avec des écouvillons. Et puis si tu veux aller frotter des culs de chauve-souris, bah faut que t'ailles très loin, quoi. Voilà. Ok. Donc ça, c'est pas un argument de ouf. C'est juste pour dire, bon, bah, ok, déjà Wuhan, c'est pas forcément une zone à risque. Donc ça, c'est au niveau de l'endroit. Et donc, en effet, donc à Wuhan, tu as le WIV, W-I-V, Wuhan Institute of Virology, qui est un labo de renommée mondiale pour ses travaux sur les coronavirus. Voilà. Et donc, bah, voilà, j'expliquais que une des activités du WIV, c'était d'aller faire des milliers de kilomètres dans le sud pour aller chercher ces coronavirus. Arrête de faire le geste de... Je fais un petit... Il fait le geste de gratter le cul des, Pour ceux qui des chauves-souris, c'est l'enfer. Pour ceux qui ont juste l'audio, à chaque fois, je fais un petit geste avec les couvillons comme ça qui rentrent dans le cul de la chauve-souris. Donc c'est hyper sympa comme taf. Et donc ouais, donc voilà, donc hormis ce petit geste, donc le WIV possède la collection la plus large de sarbecovirus au monde et le programme le plus actif au monde en termes de recherche sur ces virus. Donc c'est très dur de trouver le même type de recherche que le WIV autre part dans le monde. C'est vraiment un leader. Et donc on parle de récolte de virus, on parle de manipulation de virus, recombinaison de virus. Ils essaient de voir à quoi ressemblerait la prochaine pandémie.
pour vous montrer à quel point c'est des leaders. Tu penses encore les couvillons? Non, D'accord. ils ont bien vu, je me suis dit. Du coup, Tu as dit, ils essayent de voir à quoi ressemble la prochaine épidémie. ils ont bien vu. Bah, non, mais c'est vrai que... Non, c'est vrai que pour les gens qui disent... imagine demain, on conclut que c'est une zoonose. Mhm. T'as envie de te dire, putain les gars, genre... le truc, c'était devant votre gueule, quoi. Donc, si déjà, quand c'est autre part... Enfin, tu vois, si déjà, quand c'est à côté de chez vous, vous servez à rien... non, parce qu'en fait, pourquoi je dis ça? Parce que dans la dernière partie, on va s'interroger sur l'utilité, en fait, de faire ce genre de truc. Dans les instituts de Voilà. virologie, là. Et donc, du coup, si en effet, s'il y a une zoonose du exact même type que tu es en train d'étudier juste à côté de chez toi, Ouais, et que il y a un t'arrives moment, pas à l'endiguer. juste tu sers à rien, quoi. Donc, il y a aussi cet argument-là. Mais bref, on n'en est pas là. Et donc, juste pour montrer à quel point c'est un leader, c'est ce labo qui a trouvé l'origine de l'épidémie de SARS en 2003. Il y a eu une épidémie de SARS, j'avais oublié. Il y a eu une épidémie de SARS. Et ils étaient très fiers, ils avaient trouvé dans le marché à animaux que c'était un civet, je sais pas comment on dit ça, c'est une sorte de chat. Une sorte de chat mixé avec une hyène. Voilà, j'ai trouvé, c'est un peu obscur. Mais voilà, ils avaient trouvé ça. Donc en fait, tu as un premier argument qui est de dire que en fait, la pandémie elle commence dans un endroit qui est jugé safe pour les zoonoses. À plus de 1000 km de là, à plus de 1000 km de là où tu trouves en fait ce type de virus, naturellement, et où tu as un des seuls laboratoires au monde qui a ce genre de spécialisation sur la récolte, la recombinaison des coronavirus. Voilà. Donc là, déjà, si on s'arrête là à ce premier argument, si tu es scientifique et que tu dis que c'est pas la peine de discuter de la fuite du labo, là, tu commences à salir un petit peu ta crédibilité. Enfin, je veux dire, déjà de base, c'est chelou, tu vois. Ouais. J'avoue que moi, c'était ça le premier argument quand on m'a raconté ça. Il y en a des pires. Qui m'avait fait douter. Je m'étais dit, mais c'est quand même improbable qu'il n'y ait pas un lien quoi, entre les deux. Non, mais après, tu pourrais avoir des arguments qui disent non, mais en fait, les mecs qui vont frotter les culs de chauve-souris, en fait, ils ont mal à la couille gauche et du coup, ils ont arrêté. Enfin, je sais pas, tu peux avoir un truc, mais juste. Ouais. Non, mais, oui, tu peux avoir des coïncidences, mais il faut déjà considérer l'hypothèse. Oui, c'est exactement ça. Ça t'oblige à considérer sérieusement et ça paraît du coup moins inconcevable en fait. Ouais, au début, voilà, je me disais, c'est complètement inconcevable comme truc de fuite de labo. Et après, bon, tu te dis, ok, là, avec quand même cette histoire-là, c'est peut-être pas aussi inconcevable que ce que j'avais envie de croire. Et puis surtout, cette information, elle est disponible le jour J, quoi. Donc, quand même, en même temps, tu n'es même pas obligé d'attendre pour avoir cette information. Donc, voilà, donc c'est très bizarre. Donc, ça, c'est l'argument numéro 1. Très chelou. Ensuite, l'argument numéro 2. Ça, je pense que vous avez déjà entendu parler de ce truc-là. On dit souvent qu'il y a un laboratoire de type BSL-4 à Wuhan. Donc, BSL-4, c'est de la haute sécurité. Vous avez déjà entendu parler de ce truc-là ou pas? Moi, que très récemment. Ok. Et toi, Georges? Oui, pas BSL-4, mais je savais qu'il y a des niveaux de sécurité dans les laboratoires en fonction de la dangerosité et des manipulations qui sont faites. Ouais, et je sais pas si tu savais. Il y en a, t'es en tenue de cosmonaute, et d'autres, tu rentres en short. Ouais, exactement. Et BSL-4, c'est rarissime. Je sais pas combien il y en a au monde, mais c'est rarissime, et il y en a qu'un à Wuhan. Et donc, oui, il y avait une espèce d'excitation au niveau de ce BSL-4. Bon, déjà, on sait que les fuites de labo BSL-4, comme tu dis, Georges, t'es en tenue de cosmonaute... tu sais, avec une espèce avec de l'air qui souffle à l'intérieur, pour même si t'as un trou, genre les trucs qui rentrent pas. Bon, les fuites de BSL-4, ça arrive. Il y a eu Ebola en 2014, apparemment. Mais surtout, en fait, on a découvert que ce genre de recherche sur les coronavirus à Wuhan, c'était conduit parfois au niveau BSL-3, mais c'était surtout bien souvent conduit au niveau BSL-2. Parce qu'en fait, c'était pas considéré comme dangereux, en fait, ces coronavirus. Donc BSL-2, t'as pas de protection. Alors ils avaient marqué Airborne Protection dans le livre, mais j'imagine du coup tu mets pas de masque. Tu n'as pas à signaler si t'es malade. Tu n'as pas à te mettre en quarantaine. Enfin BSL-2, en gros, c'est un peu la fête du slip. Et alors, je sais pas, vous êtes peut-être choqués, ça paraît étonnant, mais en gros les mecs. BSL-2, tu fais la chenille entre les chauves-souris. Tu fais le limbo avec les pangolins. Non, mais en fait, ce que les mecs ils disent, c'est que tu sais, les gars qui allaient récolter les écouvillons de chauves-souris, en fait, ils avaient... C'est la peña.
Non, en fait, tu sais, c'est pas des mecs en tenue de cosmonaute qui vont récolter des écouvillons de chauve-souris. Et donc, du coup, les mecs, au bout de quelques années, ils se sont dit, non, mais on s'en fout, en fait, c'est pas dangereux, ces trucs, on s'en branle. Ok, et en plus, peut-être toi, tu peux devenir malade si vraiment t'avales du guano de chauve-souris. Mais après, pour que toi, tu contamines un autre être humain et que ça crée une pandémie, enfin, juste la probabilité, elle est... Enfin, ils trouvaient qu'elle était nulle. En tout cas, quoi. ils se sont dit ça, quoi. Ouais, ils se sont dit ça. Et Mais donc, je du coup, comprends pas BSL2, parce que- quoi. Ok. Ouais. Mais les trucs de SARS de 2003, là, dont tu parlais, où il y a quand même Ouais. une pandémie, enfin une épidémie, Ouais. bah du coup, quand même, et ça montre que c'est... faut faire gaffe, non? Bah, je connais pas exactement les règles. Il me semble que quand tu manipules un virus de type SARS, qui est proche de la pandémie, t'es en BSL 3, voire 4. Ok. Maintenant, je sais pas est-ce qu'il y a une Il y a autorité qui te d'autres. dit ce que tu dois faire. En tout cas, à Wuhan, ils ont cru bon de faire le truc en BSL 2 et ça avait l'air de pas être choquant à l'époque. Voilà. Ok. Bon, après, ça c'est un débat dans lequel je pense que les virologues seront pas d'accord sur qu'est-ce qui est choquant, qu'est-ce qui est pas choquant. En tout cas, à l'époque, pour eux, ils le faisaient, c'était pas choquant. Voilà. Donc, Donc, peut-être, ouais, bon, enfin, je connais rien, mais je me dis, c'est peut-être genre, ils imaginent peut-être la probabilité de transmission de l'animal à l'homme. déjà, c'est faible. D'un côté, et de deux, ensuite que la transmission d'homme à homme Exactement. soit simple. Et du coup, ils se disent que la combinaison des deux, genre que ça passe de l'animal à l'homme, c'est peu probable, plus que ça passe d'homme à homme, c'est peu probable. Du coup, on y va en slip et on fait des peignards. Ouais, voilà. Donc, non, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et évidemment, c'est relou de passer en BSL 3 et BSL 4 parce que t'es en tenue de cosmonaute et c'est plus cher et c'est relou. Et voilà, on a tous travaillé. Enfin, non, on n'a pas tous travaillé avec des charlottes et des machins, mais dès que tu vas dans une usine et qu'il faut mettre des charlottes et tout, c'est pénible. Donc, Oui, non, et puis même, on peut le voir dans nos boulots, enfin, ça dépend de chacun son boulot, mais tu vois, quand tu as des contraintes sécurité ou des contraintes légales, juridiques, mais oui, c'est tout en fait, quel que soit ton boulot, genre, dès que tu as la contrainte, dès que tu as le mec de la sécurité ou tu as le mec du droit, tu as le mec du légal qui vient te casser les couilles, en général, c'est chiant, quoi. Mais oui. Donc tu préfères éviter, quoi. Ouais, tu préfères éviter. Ah, mais oui, complètement. Donc voilà, donc ça, en tout cas, ça fait sens. Mais juste, voilà, là, c'est l'argument numéro 2. C'est-à-dire que, 1, déjà, l'endroit, what the fuck. Et 2, les mecs qui travaillent en BSL 2 sur les coronavirus. Donc là, c'est juste... si tu commences à dire que c'est une théorie du complot, t'as une tumeur au cerveau, quoi. Et donc, du coup, après... bon, je sais pas si c'est intéressant, mais le gars, là, Bruce Perrier, il disait, après, ça peut être un mec qui a chèvré dans le labo, et vu que c'est la culture chinoise, où en gros, si tu avoues que t'as fait une merde, tu te fais vraiment taper très fort sur les doigts. Donc en gros, tu dis pas. Ou alors, ce qui est possible, c'est que c'est un chat qui a fait les poubelles, il dit, parce que, enfin, tu sais, en gros, tu dis, dans les poubelles du labo, c'est pas forcément hyper contrôlé. Bah, surtout si c'est BSL2, parce que j'imagine que 3 et 4, les déchets, il y a une gestion particulière des déchets. Alors, je sais pas, mais j'imagine plus, oui, que BSL2. Ouais. En tout cas, voilà, c'était ce qu'il disait. Maintenant, on n'est pas obligé de rentrer dans les trucs de chat et je sais pas quoi. Enfin, voilà, c'est BSL2. C'est quand même possible de chèvrer en BSL2, quoi. Donc ça, c'est l'argument numéro 2. Donc déjà, ça pique un peu, je trouve. Donc ça, vous saviez pas, typiquement, je pense. Non. Ouais, d'accord. Donc l'argument numéro 3, c'est qu'en 2012, t'as 6 gars, donc 6 Chinois, qui travaillaient dans une mine. Donc c'est dans le Mojiang County, à la frontière du Laos. Donc c'est tout dans le sud de la Chine, loin de Wuhan. Et les gars nettoyaient le guano de chauve-souris. Donc ça, c'est encore un taf sympa. Et c'est quoi le guano? C'est le caca. Le caca. Ah, ok. Voilà. Bah, voilà, c'est le caca. Parce qu'en gros, dans les mines, en fait, ils nettoyaient parce que quoi, ils exploitaient la mine ou c'était des scientifiques, quoi? Je crois que c'est pas très clair. Mais c'était juste des mecs qui taffaient là. Alors pourquoi ils avaient besoin de nettoyer le guano? Bah oui, j'en sais rien, ils devaient exploiter la mine, ils devaient faire un truc. Bref, ils nettoyaient le caca de chauve-souris. Mais ils ont pas, pour leur plaisir. Non, mais c'était un hobby, quoi. Non mais c'est pas, non mais en tout cas, juste c'est pas un délire de le gouvernement chinois avait un truc top secret dans cette mine remplie de coronavirus, je sais pas quoi. Enfin, juste ils nettoyaient le guano, quoi. C'est pas un truc. Voilà. Donc t'as 6 gars. Et ils chopent un espèce de virus respiratoire hyper semblable au Covid. Il y en a 3 qui meurent sur les 6 quand même. Et
Et après, il y a un petit fun fact quand même, parce que dans le livre, ils décrivent à quel point c'est impossible d'accéder à cette putain de mine. C'est-à-dire que t'as les Chinois, genre, ils veulent pas que tu y ailles, tu vois. Genre, il y a des camions qui barrent la route, il y a des journalistes qui ont essayé de faire le tour à pied pendant la nuit et tout, et ils se font choper. Ils sont suivis par des voitures cheloues et tout du gouvernement. Voilà, donc déjà, ça, c'est un peu pour le fun fact, même si ça C'est donne pas pas... hyper fun, quand même. mais ça donne pas d'infos hyper concrètes, mais en tout cas, voilà, les Chinois, ils sont pas chauds pour qu'on aille explorer les grottes, enfin, en tout cas, cette grotte-là. Mais en fait, ce qui est beaucoup plus concret dans cet argument numéro 3, c'est qu'en fait, depuis 2012, depuis que les 6 mecs ont été contaminés, en fait, le One Institute of Virology, en fait, il a récolté des milliers d'échantillons de cul et de bouche de chauves-souris, et donc dans cette mine. Et on sait aujourd'hui, donc ça c'est hyper important, on sait aujourd'hui qu'ils ont dans leur base de données, donc venant de cette mine-là, un cousin très très proche du Covid-19, donc qui s'appelle le RATG13. Donc, c'est hyper important comme info. Et celui-là, il est proche du Covid à 96,2%. Donc, c'est-à-dire que 96,2% du génome, c'est le même identique que le Covid-19. Donc ça, c'est déjà un truc de ouf, comme info. Et dans la mine, ils ont également collecté 8 cousins très proches du RATG13 dans cette mine. Donc déjà, c'est quand même un truc de ouf. Attends, mais ça, les scientifiques qui ont ces données-là, c'était avant la crise de Covid-19 ? Alors, c'est-à-dire oui, c'est-à-dire que les 6 Chinois qui sont malades, c'était 2012. Et ensuite, entre 2012 et la crise du Covid, ils sont allés collecter les machins. Ils sont allés collecter les machins. Eux, ils ont pu aller à la mine. Ah oui, mais après, il y a plein de mecs qui sont allés à la mine pour collecter les trucs. Ouais. Ah oui, non, c'est les journalistes qui n'ont pas le droit d'y aller. Je sais pas si les journalistes, récemment, quoi. C'était les journalistes et les pécors, et j'en sais rien. Enfin, t'as le droit d'y aller, c'était scientifique, j'imagine. Donc, ou alors, c'est que depuis la pandémie de Covid que c'est interdit, la mine. Voilà, parce qu'avant, tout le monde s'en foutait. Hein. Donc, juste petit fun fact, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a la localisation GPS de la ville. Je pourrais vous la donner dans les commentaires si ça vous amuse. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il y a eu une espèce de coalition de geeks sur Internet qui se sont donnés pour objectif, tu vois, de trouver des trucs obscurs chez les Chinois. Donc, en gros, ils ont déterré des thèses, des publications, des résumés de master de l'Institut de virologie, machin. Enfin, ils ont en gros puisé des espèces d'infos et aggloméré des infos dans un truc gigantesque. Enfin, tu vois, dans le livre, il y a des stars. Genre, il y a un mec qui s'appelle Babar l'éléphant en France, tu vois, qui est apparemment, tu sais, il était au chômage et c'était un mec un peu chaud qui avait un métier un peu prenant et il s'est dit, vas-y, je vais poncer les origines du Covid et tout, et en gros, ils ont commencé à penser le truc. Et en gros, je sais pas si tu vois, mais en fait, le fait d'agglomérer des thèses, des papiers scientifiques, des PowerPoint que certains gars obscurs ont fait lors de conférences obscures, en fait, quand t'agglomères tous ces trucs, en fait, au bout d'un moment, t'as plein d'infos, et tu sais, tu peux aller voir les Chinois et dire, dis donc, il y a les virus 64, 65, 67, il est où le 66 ? Tu vois, et en gros, tu les pousses à cracher des infos. Donc, toutes les histoires de RATG13, des 8 cousins du RATG13 dans la mine, même la mine en soi, tout ça, c'est des trucs qui ont été crachés au fur et à mesure parce qu'il y a des mecs qui mettaient la pression et qui aggloméraient ces données et qui faisaient non, mais là, il y a un problème, c'est quoi cette histoire, machin, ça, c'est pas vrai, et tout ça. Donc, là, comme ça, juste, en fait, ce que je voudrais pas, c'est juste faire passer le message que ça a été évident dès le début. C'est-à-dire que là, je vous dis, bah, c'est facile, il y a RATG13, c'est 96%. Non, en fait, il y a eu un travail énorme de les pousser au cul, quoi. Donc, je sais pas si c'est un peu clair. Ouais. Mais ça, c'est super intéressant. Et tu sais, tous les trucs de un peu crowd journalisme ou genre, tu sais, qui reposent un peu sur des gens qui se passionnent pour un sujet. C'est là où je voulais en venir, ouais. Et tu le vois pas mal aussi avec la guerre en Ukraine, où toutes les enquêtes qui reposent sur des données publiques, en gros. Après, c'est une vraie expertise, c'est un vrai boulot, c'est super chronophage. Tu sais, ils croisent des photos avec des images satellites et ils se disent, oui, tel arbre, il est à tel endroit, du coup, j'en déduis qu'il y a eu un crime, machin. Mais genre, c'est super intéressant et ouais, je trouve ça vachement bien, quoi. Ouais, c'est ça.
Et bref, je suis pas allé explorer le truc plus que ça, mais juste tu vas sur Twitter, tu fais Babar l'éléphant et tu vois que C'est Babar ou Babor? C'est pas Babor, ouais, parce que Babor c'est un autre gars, ouais, à ne pas confondre. Il est très drôle, mais c'est pas un mec qui a pensé. Mais donc ouais, vous pouvez aller voir, vous allez voir que les mecs sont driven, comme on dit. Mais, et puis même, je trouve que ça permet de... Enfin, tu vois, c'est un peu le niveau 2 du fact-checking, quoi, tu vois, genre... Ouais, carrément. Ça fait... Je trouve que ça... Comment dire? Ça permet aux dirigeants, ou enfin, à quelqu'un qui veut dire des choses mensongères, je trouve que il est plus prudent. Soit il peut être plus prudent, soit il s'expose à plus de risques. Maintenant que tu sais que... tu peux à tout moment avoir une armada d'anonymes forcenés, tu vois, qui passent, qui se coalisent, et avec le nombre de données disponibles aujourd'hui gratuitement, ça fait que je pense que le mensonge est plus difficile aujourd'hui qu'avant. Tu vois. Ouais, dans le livre, c'est hyper intéressant parce qu'ils décrivent en détail toutes les étapes où, en gros, les mecs, c'est des oufs. En gros, à partir d'un tout petit truc, ils tirent la ficelle et tout, ils font « mais vous avez dit ça, pourquoi vous avez dit ça, machin ?» Et on va pas le faire là, mais c'est vrai que c'est hyper intéressant dans le livre de voir à quel point en fait t'as une puissance de frappe avec le moindre truc qui sort en fait de chez les Chinois, les mecs qui sont capables de leur mettre la pression, quoi. Et tu vois, genre, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, n'importe quel individu ou n'importe quelle entité, elle produit tellement de données juste du fait de son activité et juste du fait du monde dans lequel on est. Et ça fait qu'en fait, recouper et découvrir et mettre à jour les incohérences, je pense que ça devient de plus en plus facile. Tu vois. Oui, c'est ça, mais en fait, ce qu'il faut que tu t'imagines, c'est que même, tu vois, si eux, à un moment, ils se disent, vas-y, on va essayer de cacher certains trucs parce que ça nous met pas sous notre meilleur jour, t'as toujours un mec qui a publié une thèse, tu vois, ou un truc que t'as oublié, ou un rapport de stage et tout. Et en fait, c'est ça le truc qui se passe ici. Et ça, c'est ouf. Ouais. Et tu vois, t'as pas mal d'exemples. Enfin, je sais pas s'il y a un documentaire Netflix qui s'appelle Don't Fuck with Cats. Je sais pas si. Non, je connais pas, c'est quoi? C'est sur un gars qui s'appelle Luca Magnotta, qui est un espèce de serial killer, bref. Et en gros, c'est un mec qui s'est mis à torturer des chats et à les tuer et à publier sur YouTube. Ouais. Mais tu voyais pas sa tête, tu le voyais juste ses mains qui torturaient un chat. Ouais. Et après, le mec s'est avéré être un serial killer qui, je sais pas, chopait des mecs et après les butait et mangeait leurs bites. Enfin, je sais pas ce qu'il faisait, mais genre, c'était une sorte de forcené, tu vois. Et en gros, le documentaire, ça suit justement des anonymes qui aiment les animaux, tu vois, et qui se sont mis en tête de trouver qui c'est ce mec-là. Tu vois. Ouais. Et du coup, je sais pas, il y avait des éléments dans la vidéo qu'ils ont recoupé. Exactement. Et avant même que ça s'avère, en fait, apparemment, bon, du coup, tu as des psychologues dans le documentaire qui discutent et qui disent qu'en fait, les gens qui torturent des animaux, ils ont plus de probabilité de passer aux êtres humains parce qu'en fait, ça démontre que tu as un manque d'empathie. Enfin, je sais pas quoi. C'est des traits psychologiques qui montrent que, comme la zoonose, tu vois, il est facile de passer de la torture d'animal à être humain. En fait, c'est un peu le même type de tare psychologique. Tu vois. Ouais. Bref, mais du coup, eux, avant même que le mec devienne un psychopathe et enfin se mettent à mettre en péril des êtres humains, eux, ils étaient déjà en train d'enquêter dessus parce que... et du coup, tu vois toutes les méthodes, genre oui, ils voient, à un moment, on entreaperçoit la fenêtre du mec et du coup, on voit tel truc et ils voient la marque de sa boisson et du coup, cette boisson n'est vendue qu'à tel endroit et du coup, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est exactement ça, ouais. Et en fait, les mecs, ils vont super loin et après, ils essaient d'analyser sa voix, machin, etc. Et en fait, tu vois tous les procédés, donc c'est super chronophage. Mais en fait, quand t'es déterminé, t'y arrives, quoi. Ouais, bah c'est un bon exemple. Ouais. Bah c'est ça, en fait. Ouais. Et du coup, t'avais un espèce de crew qui faisait ça, ouais. Bah, comme ce que tu dis, ouais. Et donc, du coup, argument 1, c'était la localisation. Argument 2, c'était le BSL2. Et argument 3, c'est qu'il y a un putain de virus dans la base de données qui sort de cette putain de mine qui a 96,2% de similitude et qui s'appelle RATG13. Donc là, ça devient et qu'il a été compliqué d'obtenir cette information. Ouais, bon, ça, après, dans les arguments pour la zoonose, ils disent en fait, oui, si c'est une zoonose et que t'as plein de trucs accablants chez toi, t'as quand même envie de les cacher. Bon, oui, ok. Certes. Bah oui, non mais ce qui est ok, et en effet. Pourquoi pas. Mais bon, quand même, là ça devient quand même comique. Donc ensuite,
Ça, c'est les 3 arguments. Argument numéro 4, donc le virus a ce qu'on appelle en anglais un furin cleavage site. Donc c'est en québécois, c'est site de clivage de la furine. Et moi, tu rigoles. C'est pas... Pourquoi en québécois? Parce qu'en français, on le dit en anglais. Ah, ok. Le site de clivage. Et du coup, c'est un petit bout de ARN qui va augmenter considérablement la capacité du virus à infecter son hôte. Et en fait, le fun fact, c'est que c'est le seul sarbecovirus, donc je rappelle, le Covid est un sarbecovirus, connu au monde qui a cette capacité. Bon, par contre, il y a plein de coronavirus qui ont cette capacité, mais c'est le seul sarbecovirus qui a cette capacité. Le RATG13 Non, le Covid. Le Covid. Ouais, pardon, c'est une bonne question. Le RATG13 n'a pas de site de clivage de la furine. Donc, le Covid-19, c'est le seul sarbecovirus au monde qui a ce truc-là. Et en plus, il se trouve que c'est une capacité qu'on aime bien rajouter dans un virus pour étudier ce qui va se passer, parce que finalement, tu lui confères des propriétés infectieuses décuplées. Mhm. Donc, c'est quand même un truc notable. Et c'est un truc qui se fait. Donc, bon, déjà, ça, c'est un peu chelou. Ça, c'est chelou. Ça, moi, je me rappelle que j'avais cru comprendre ça à un moment, qu'il Ouais. avait un truc particulier Ouais. qui faisait qu'il se transmettait plus, c'est ça? Ouais, exactement. Et de savoir que c'est une fonction que dans les instituts de virologie, quand on étudie les virus, on rajoute pour comprendre comment ça se transmettrait, pour accélérer, j'imagine, l'étude et voir... voilà. Ouais, qu'est-ce qui se passerait si en gros il a jumpé entre 4 animaux aller-retour, puis jusqu'à l'homme, voilà, et qu'il a évolué. Voilà. Et ça, j'avoue que c'est chelou quand même. Alors, mais c'est pas fini. Hein. Parce que ça, c'est chelou. Mais du coup, en septembre 2021, tu as un document, donc ça s'appelle une proposition de recherche, qui a leaké. Donc ce document date de 2018. Et il s'appelle le Diffuse Proposal. Donc je peux vous l'appeler, c'est D-E-F-U-S-E. Donc Diffuse Proposal. Et donc c'est une collaboration entre EcoHealth Alliance, donc de Peter Daszak, notre pote de tout à l'heure, et le WIV, donc One Institute of Virology, qui dit en gros, si on trouve des coronavirus, on va essayer de mettre des furin cleavage sites dessus, quoi. Il y a une vidéo du journal Le Point qui traduit ça par « Nous introduirons des sites de clivage adéquats, spécifiques à l'homme ». Donc ça, c'est dans la proposition de recherche qui a leaké le Diffuse Proposal. Donc là, ça commence à être un truc de ouf. Voilà. Donc là, c'est juste pour info, c'est là où les auteurs ont switché de OK, ils l'ont collecté sur un cul de chauve-souris et il est sorti du labo, à OK, ils l'ont collecté sur un cul de chauve-souris, ils l'ont modifié et il est sorti du labo. Ça, c'est là où les auteurs ont fait le switch. Donc, ouais, c'est pas mal. Ouais, là, ouais. Ça devient un peu... Ouais, là, tu commences à être... Ça veut dire qu'on a un projet de recherche qui dit clairement on va mettre des sites de clivage qui permettent que le virus soit de plus en plus, soit vachement transmissible entre humains, à l'homme et entre humains. C'est pas fini. Hein. Et voilà, c'est ça. On a en gros, l'analogie... À Wuhan. L'analogie des auteurs, c'est on a trouvé une licorne, mais on parle pas de la corne. Enfin, ça, je vais vous en parler. Et en plus, on trouve un papier où ils expliquent qu'on va aller chercher des chevaux et leur coller des cornes dessus. Voilà, ça, c'est l'analogie des auteurs. Et oui, en effet, il y a un truc un peu chelou, c'est que quand le WIV a sorti sa première publi sur le Covid-19, donc ils avaient séquencé le génome, faut se rappeler, c'est des superstars de ce genre de virus, ils ont omis de mentionner ce site de clivage de la furine. Alors que c'est genre un des trucs les plus intéressants du virus d'après les virologues. Donc là, je les crois sur parole, les gars du bouquin, parce que ça décuple sa capacité à infecter. Et en plus, genre, c'est rarissime. Enfin, c'est même du jamais vu. Dans la nature, ça n'existe pas. Sur un sabrecovirus, ça n'existe pas. C'est le seul, le Covid-19. Ah oui, voilà. Donc là, c'est vraiment, on a trouvé une licorne, mais on ne parle pas de la corne. Et en plus, on raconte à tout le monde qu'on va aller chercher des chevaux et coller des cornes dessus. Donc bon, ça, c'est un fun fact. Mais ça, c'est quand même un truc de ouf. Genre, regarde, il est scotché. Il est dépité quand même. Mais non, mais on peut s'arrêter pour parler un peu de Didier Raoult, justement. On peut s'arrêter là-dessus parce que, en fait, là, on est en train de parler d'un virus qui a été modifié, mais en fait, il y a pas mal de gens
qui disent que s'il a fuité du labo mais qu'il n'a pas été modifié, c'est une zoonose. Et ça, je suis stupéfait par à quel point c'est de la merde comme argument, en fait. J'ai du mal à comprendre. Et j'ai l'impression que c'est l'argument de Didier Raoult, parce que... c'est-à-dire... Vas-y, parce que moi, je trouve ça stupéfiant. Donc, vas-y, si t'arrives à démêler le truc. Non, mais... Parce que tu vas chercher un truc dans une grotte obscure pour l'étudier, il fuite de ton labo, et c'est pas ta faute. Ah Non, c'est pas ça. Je pense que ce qu'il veut dire, c'est que moi, je comprends l'argument, tu vois. Après, peut-être que c'est idiot parce que j'ai pas les connaissances. Mais en gros, c'est de dire, ce virus, il se trouve dans la nature, il mute aléatoirement et il se trouve qu'une fois, il a muté à l'homme. Ouais. Qu'il est muté dans la grotte ou qu'il est muté dans mon labo, de fait, il est présent dans la nature, tu vois. Donc c'est une zoonose. Oui, mais du coup, s'il est sorti de ton labo, en fait, c'est toi qui as cherché la merde en allant le chercher et c'est toi qui as chèvré, tu vois. Oui, mais le truc, ce que je veux dire, c'est que non, mais je comprends que tu as une part de responsabilité qui est de l'avoir extrait de là où il était pour le mettre dans ton labo. Ouais, mais c'est pas toi qui as généré cette mutation-là ou cette nouvelle fonctionnalité-là, et que du coup, un jour ou l'autre, ce virus, il aurait eu une probabilité de se transmettre à l'homme parce qu'il y aurait des gens qui seraient passés dans la grotte en question. Tu vois ce que je veux dire ? Vous donnerez votre avis dans les commentaires parce que non, mais ta gueule. Genre, je comprends pas du tout. Tu vas chercher un virus dans une grotte obscure au fin fond de la Chine où genre il y a un espèce de village de 30 mecs. Je crois qu'ils avaient fait un sondage sur les 30 mecs du village. Il y en a 2 qui sont sortis du village dans les 50 dernières années. Non, et après, tu vas chercher le truc. Et genre ça fuite de ton labo et tu fais ouais par contre il était dans la grotte donc me faites pas chier. Non mais tu me crois caricatural de c'est la grotte obscure qui c'est est dans le tréfonds. Non mais ok mais là il se trouve que c'est une grotte obscure qui est dans les tréfonds. mais si c'est un virus qui est présent chez des animaux un peu plus répandus, dans ce cas-là t'aurais pu qualifier ça de zone. En gros je prends un exemple inverse tu vois. Genre, c'est un virus qui est très présent chez les chats. Tu vois. Oui d'accord. Voilà, tu prends un chat, tu le fous dans ton labo, bon, et ça sort de ton labo. Non, mais ok, je suis d'accord. Tu vois ce que je veux dire ? Non, mais je suis d'accord. L'argument ne marche que si c'est une grotte obscure et pas que c'est présent. Oui. Non, mais oui, ok. J'avais pas pensé, j'avoue, j'avais pas pensé. Après, je suis pas d'accord avec Didier, parce que Didier, c'est tu vois, mais quand même, tu vois. Nous ne parlons pas mal de Didier. Non, mais en vrai, juste, c'est vrai que. Ce que je veux dire, c'est que je perçois la logique, quoi. Non mais en plus, je sais pas pourquoi tu craches sur Didier, mais moi j'ai pas suivi son affaire, donc en fait c'est juste là, j'ai pas d'avis sur Didier Raoult et c'est juste, il se trouve que j'ai entendu une interview de lui sur Sud Radio là, et il était interrogé sur les origines du Covid et vu que il était pas favorable, pour lui c'était pas une fuite de labo, je me suis dit je sais pas, c'est un virologue, il doit avoir des arguments intéressants, on va écouter. Et en fait, donc j'ai pas d'avis sur Georges, comme Georges, sur Didier. Donc ce qu'il disait... Après, il peut dire des trucs intéressants quand même, tu vois. Non mais oui, je veux dire, le mec qui est quand même virologue, quoi. Donc en gros, les arguments de Didier, c'était qui se méfie des Américains, parce que la dernière fois, ils avaient menti sur les armes de destruction massive en Irak. Donc bon, ok, tu vois, genre... c'est un argument, mais soit, on va laisser passer. Et ensuite, son argument, c'était en fait, la mutation qui aurait déclenché vraiment la vraie pandémie, c'est une mutation qui est arrivée en Italie. Et donc, selon lui, c'est pas un virus qui a été amélioré dans un labo, parce que en gros, il a beaucoup muté depuis l'Italie, depuis la mutation italienne. Donc la mutation italienne, quand le virus est arrivé en Italie. Quand il est arrivé en Italie, apparemment, voilà, il y a un accord qui est qu'il a eu un peu une mutation un peu pimpée, qui a fait que, alors je sais plus exactement, c'est-à-dire que sa mutation lui permettait de générer plus d'erreurs que d'habitude dans son génome, et donc ça accélère le nombre de copies que tu peux faire, et donc ça accélère ta probabilité d'avoir un truc. Voilà, si j'ai bien compris. Bon, je pense qu'on s'en fout un peu, mais parce que ça c'est pas débattu qu'en Italie il a eu une mutation qui a fait mal. Mais en fait, là pour moi c'est typiquement, là c'est des arguments qui n'ont aucun rapport avec le problème, c'est que de 1, ça dédouane absolument pas le fait que d'être allé chercher le virus dans une grotte et juste de l'avoir fuité. Vraiment ça te... Non mais ça ne dédouane absolument pas ça, donc juste ok, il a muté en Italie si tu veux, genre, ça n'empêche pas qu'il peut très bien y avoir un mec qui allait chercher le truc dans une grotte obscure et qu'il a fuité en BSL2, donc je vois pas le rapport en fait. Et 2, ça dédouane pas non plus le fait d'y avoir ajouté un site de clivage de la furine.
Ok, d'accord. Et Ouais, mais après, est-ce que lui, t'as- sur ça, il dit ça a pu arriver par une mutation qu'il y a un site de clivage de la furine sur ce truc-là? non, mais de toute façon, oui, ça aurait pu arriver par une mutation, quoi qu'il arrive. Donc, c'est même pas Didier Raoult, c'est connu Ok. scientifiquement que ça peut arriver. Mais, enfin voilà, je trouve que c'est des mauvais arguments. Et encore une fois, on est dans un peu les gens qui confondent, tu vois, les thèses. C'est-à-dire que entre le truc qui fuite et le truc qui fuite après avoir été modifié et le truc qui aurait été modifié pour faire exprès de faire un truc méchant, et voilà, on est encore dans le fait qu'on Ouais. on confond un peu ces trucs-là. Mais ouais. Et donc, il y a beaucoup de confusion, en fait, et ça mérite un peu qu'il n'y ait pas juste des gens qui arrivent à raisonner de manière cadrée. Enfin, en gros, je vois Ouais. pas en quoi son truc, c'est un argument, en fait. Et là, du coup, juste je reviens sur le fait que quand ils se sont... Donc, a priori, oui, il y a le rapport de recherche, enfin le projet de recherche qui dit on va mettre des sites de clivage sur nos trucs. Ouais. Et là, le fait de faire ça, et on sait du coup que ça se transmet à l'homme et nanana, ça fait pas passer en BSL 4, ça. Ils ont continué à être en BSL 2, on sait pas, peut-être. Déjà, on sait pas. Mm. On sait juste que d'habitude, c'est fait en BSL 2, voire en BSL 3. Et ensuite, de ce que je sais, même quand tu fais une modif comme ça sur un virus, c'est quand même d'habitude pas un game changer. Ah ouais? Voilà. Donc, bah oui, parce qu'en fait, on sait pas faire. En fait, enfin, je veux dire, le seul truc, c'est avec les virus, c'est qu'on sait faire des copier-coller. Mais si Mhm. tu veux inventer le nouveau virus de demain de toute pièce, tu sais pas faire. Enfin, tu peux pas Ouais. juste écrire des bases comme ça sur un bout de papier et dire Mais- ah, ça c'est bien. T'es obligé de copier-coller des trucs. Donc en fait, tu es en train de dire on sait pas vraiment ajouter des fonctions. Si tu peux copier-coller d'un virus à l'autre, Ah oui, mais d'accord. tu peux pas prendre un crayon et une feuille blanche et dire Oui, bien vas-y, je sûr. vais créer un virus de ouf. Voilà. Mhm. Donc, je suis pas sûr de bien répondre à ta question, mais en tout cas, j'avais entendu l'argument que même en faisant des modifs, les gens étaient en BSL2 parce que les modifs, c'était selon eux mineurs Quoi. et ça allait pas faire un truc de ouf, quoi. Donc là, il y a cet argument-là. Et là, je vais rajouter un détail connu et il va falloir s'accrocher un petit peu. Et j'ai envie de le rajouter parce que c'est un truc qu'on n'entend pas souvent, mais qui est très important. Et je pense qu'on l'entend pas souvent parce que c'est compliqué. Donc, essayez de suivre et dites-moi surtout si vous n'avez pas compris, parce que si vous n'avez pas compris, je pense qu'il y a des gens qui écoutent qui vont pas avoir compris. Donc, vous êtes prêts? Oui. On t'entend toujours, Georges, ou ton micro, il est... Non, vous m'entendez toujours. Ok, c'est chelou, j'ai l'impression de l'entendre moins bien. Ouais, moi aussi. Ok. Je suis là. Ok. Donc, c'est parti pour le truc compliqué. Donc, le Furin Cleavage Site, donc le site de clivage de la furine, c'est 12 lettres de ARN. Et donc, 12 lettres de ARN qui vont coder 4 acides aminés. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez de comment ça marche, mais en gros, il faut 3 lettres pour coder un acide aminé. Et les 3 lettres, ça s'appelle un codon. Donc, il y a 4 codons dans les 12 lettres d'ARN. Et donc, on va coder 4 acides aminés. Voilà. Donc là, vous pourrez mettre pause dans l'audio si vous voulez, parce que vous pouvez décoder ce que je vais dire. Mais les 4 codons, du coup, de ces 12 lettres d'ARN, qui sont le Furin Cleavage Site, c'est CGG, CGG, GCA, CGT. Donc T ou U en fonction de si on parle d'ADN ou d'ARN, on s'en fout. Donc ça, c'est les 4 codons qui codent pour les 4 acides aminés, arginine, arginine, alanine, arginine. Et donc, pourquoi c'est vachement intéressant pour les virologues? Parce que pour coder l'arginine, donc tu peux le faire soit avec CGG, comme je viens de le dire, si vous avez écouté, c'était CGG, CGG, CGA, CGT. Donc pour coder l'arginine, tu peux le faire soit avec CGG, mais il y a 5 autres manières de le faire. Tu peux faire avec AGA, AGG, CGC, CGA et CGU. Ou CGT, oui. U et T, c'est pareil. Ouais. Et donc, pourquoi c'est intéressant? Parce que CGG, c'est le codon le plus rare dans le génome du Covid-19 et dans les virus en général. Et là, le site de clivage de la furine, il en a 2. Il a 2 CGG de suite. Et il n'y a aucun des sarbecovirus qui a un doublet CGG-CGG. C'est rarissime. Et qui plus est, CGG
Par contre, c'est hyper commun. Enfin, c'est pas hyper commun, c'est plus commun chez les humains et les animaux. Et donc, il y a un truc qui s'appelle l'optimisation de codon. C'est-à-dire que quand tu veux rendre un virus plus virulent chez les humains et que tu lui rajoutes un site de clivage de la furine, et ben, l'optimisation de codon, ça veut dire que tu vas mettre des codons typiquement humains, donc CGG, dans ce site de clivage de la furine pour augmenter la virulence du virus. Donc en gros, ça permet d'avoir une production de protéines spike plus abondante dans les cellules humaines. Et donc ça s'appelle optimisation de codon quand le site de clivage de la furine que tu rajoutes a des codons de type mammifère ou de type humain. Ok. Tu peux juste dire la protéine. Est-ce que c'est clair? La protéine spike, c'est quoi? La protéine spike, je sais plus. Je Ok. sais. Ouais, je sais plus. Faudrait que je relise le truc. Je l'ai plus en tête. Ok. Moi, c'était juste ça que j'avais pas compris. Non, mais parce que du coup, c'est ça qui expliquait. C'est ça qui expliquait. Parce que tu as dit, pour expliquer pourquoi on fait de l'optimisation de codon, ouais. tu as dit c'est parce que ça fait augmenter la production de protéines spike. Donc c'est quand même un truc clé pour comprendre. Pourquoi en gros, on met le site de clivage de la furine, c'est une partie de la protéine spike. Et je sais pas pourquoi c'est clé, mais en tout cas, c'est un truc qui fait que ça se transmet plus, c'est plus virulent, quoi. Ouais, c'est ce que je comprends. Ouais. Donc en gros, juste pour résumer, même si c'est résumé par quelqu'un qui connaît pas comme moi, ici l'info, c'est que ce truc-là qui potentiellement a été rajouté a des codons typiquement humains ou de mammifères, rarissimes dans les virus. Rarissime naturellement. Naturellement dans les virus. Et donc, tu pourrais te dire, que même si on va plus loin, en gros, que le diffuse proposal, là, le rapport dont on parlait, en gros, tu as l'impression que les gens ont fait une optimisation de codon et rajouté ce truc-là, quoi. Maintenant, ça veut rien dire, dans le sens où ça peut arriver dans la nature. Donc, les auteurs, ils disent que c'est suggestif plutôt que conclusif comme argument. Mais je trouvais ça quand même intéressant. Parce que c'est un truc, moi je me rappelle, le CGG, je l'avais entendu dans un podcast en février 2020. Un mec qui disait, c'est quand même chelou, il y a 2 CGG, oui. les gars, voilà. Donc je tenais à le citer parce que c'était le truc, genre en 2020, ça m'avait alerté déjà. Donc, Oui, et puis là, tu commences à avoir une accumulation de choses suggestives mais non concluantes, quoi. Mais en gros, c'est juste... en fait, t'accumules les indices qui accroît la proba de... Tu vois ce que je veux dire? En fait, il n'y a rien qui te permet de dire avec certitude que c'est sorti du labo. Mais t'as le fait qu'il y a un virus spécifiquement il y a un labo spécifiquement à cet endroit-là. Qu'à cet endroit-là, naturellement, il n'y a pas beaucoup de ce type de virus. Qu'ils sont allés choper un virus et qu'ils avaient dans leur banque de données un virus qui était à 97% similaire. Qu'ils ont dit quelques années auparavant, on va prendre ces virus-là et leur donner faire un gain de fonction, voilà, un site de clivage, leur faire un gain de fonction pour qu'ils se transmettent plus facilement. Ils ont dit qu'ils allaient le faire. Qu'ils rechignaient à envoyer ces informations-là. Quand tu analyses le génome du truc, il y a des séquences d'acides aminés qui ne sont pas communément présentes dans la nature. Après, il faudrait voir les probas quand on dit rarissime, mais j'imagine qu'elles sont dispo. Ouais. Mais qui sont souvent rajoutées artificiellement, justement par ces labos-là. Genre, je trouve que tu commences à avoir un faisceau d'indices, ça s'appelle. Ouais, tu commences à avoir un truc vénère, quoi. Ouais, c'est ça. Donc ouais, en gros, ça conclut un peu la partie sur le labo. T'as un peu récapitulé tous les trucs, t'as pas cité le BSL2, il y avait ça aussi. Mais oui, en effet, du coup, il y a quand même un faisceau d'indices. Et après, il y a des trucs... Mais tu vois, BSL2, c'est un argument à double tranchant, parce que tu pourrais dire, du coup, oui, c'était peu sécurisé, donc c'est fort possible que ça soit... Ça ait fuité. Que ça ait fuité, mais en même temps, tu peux dire, c'était peu sécurisé pour des raisons
c'est parce qu'ils estimaient peu probable que ça devienne nocif. Tu vois, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais du coup, ils se sont trompés. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que tu peux aussi considérer que... Que c'est parce qu'ils manipulaient pas des trucs Ah oui, d'accord. dangereux. Qu'ils se sont pas trompés, en fait. Oui, tu peux considérer qu'il y a des raisons pour lesquelles c'est BSL2, tu vois. Ah bah oui, oui, c'est ce qui serait intéressant de savoir du coup par rapport à ce que tu dis, c'est si tu avais dit à un virologue avant le Covid, bah en gros ça va être un coronavirus de chauve-souris et je vais lui mettre un site de clivage dessus, est-ce qu'il t'aurait dit ah ouais non fais-le en BSL4 Exactement, tu vois. non, Ou voilà, s'il te en dit, bah effet. non, en fait, typiquement, ce genre de truc, Ouais, d'accord. y a rien. Donc ça c'est les arguments probants. Et ensuite, je voulais juste rajouter, je sais pas si c'est un argument ou c'est une info, mais je trouve que c'est intéressant comme info, c'est l'histoire des pangolins. Parce que en fait, je sais pas pour vous, mais en fait j'ai l'impression que tout le monde croit que ça vient du pangolin. En fait. On a entendu ça au tout début à un moment, non? Et comme pangolin, c'était rigolo comme animal, on connaissait pas, Oui, on a bien exactement. retenu, quoi. Ouais, c'est parce que c'est rigolo. Ouais. Ouais, Ouais. bah, je pense, ouais. Bah oui, c'est rigolo. C'était Ouais. rigolo, donc on Et, a regardé, quoi. Et pour vous, dans votre tête, c'est quoi le statut vis-à-vis du pangolin Non, mais juste, non, mais c'est pour voir un peu comment. On est allé lui gratter le Il est cul. chiant, et- là, à nous emmerder avec Non, ces mais pour, questions. non, mais Ouais, pour, c'est non, mais clair, pour il nous voir comment piège. l'info c'est distillé, c'est-à-dire qu'en gros, c'est quoi non, mais Bah vous, moi, au début, vous- j'entendais pas parler de chauve-souris, j'ai juste entendu parler du pangolin, et Ouais. donc zoonose via le pangolin, quoi. Ouais, voilà. Bon, je sais pas exactement ce que j'en ai compris. Mais bien sûr, dans oui, le c'est pour détail. comprendre ce que vous aviez Mais vaguement en en tête, gros, mais- et après j'ai compris, et après j'ai un peu plus tard entendu un argument qui était que, alors c'était pas directement le pangolin, mais soit entre le pangolin et l'homme il y a eu un truc, soit entre. Ah, c'était chauve-souris, puis pangolin, puis. Ouais, un D'accord. truc comme ça. D'accord, oui. Bon, Il en nous effet. pose des questions pour nous bâcher après. Grave, et là il va me défoncer. Non, mais pas du tout. Il va nous défoncer. Et du coup, en effet, le pangolin, ça avait été identifié comme animal intermédiaire entre la chauve-souris et l'homme. C'est-à-dire, bah, là, sur la chauve-souris, c'était 96%, et sur le pangolin, c'était 99%. Et puis, en gros, 99%, t'as trouvé, quoi. 99% de chances de transmettre à l'homme. Non, 99% de similitude dans le génome Avec le entre Covid-19, celui du ouais. pangolin Oui, du coup, et ouais. celui du... Ça veut dire prochaine étape, c'est l'homme. Voilà, tout à fait. Et donc, le 7 février 2020, c'est quand même assez tôt, hein, une conférence de presse a été tenue sur comme quoi des chercheurs chinois auraient trouvé un virus donc à 99% similaire au Covid-19 dans un pangolin. Voilà, et donc 99... Dans un seul? Alors voilà, donc c'est là le... Oui, c'est une bonne question. Et donc là, 99%, bah, c'est gagné, parce que tu as trouvé l'animal qui a servi d'intermédiaire, donc entre la chauve-souris et l'homme. Et en plus, les pangolins sont très appréciés dans la médecine traditionnelle chinoise, parce qu'apparemment, ils font de la poudre avec leurs écailles. Donc les écailles, c'est des ongles, hein. Concrètement, c'est de la kératine. Et donc, je sais pas ce qu'ils font avec, mais ils le mangent, et ça te guérit du cancer, ou je sais pas quoi. Donc en gros, voilà, c'est la Chinese Traditional Medicine Se base sur le pangolin. et Pourquoi tu ris, Georges? quoi tu te moques? Elle est C'est nerveux. non mais elle est amatrice de pangolin. Et donc il y en avait sur le marché de Wuhan. C'est un autre sujet que on va aborder, mais on va voir que non. Et du Ah. coup, donc ils étaient contents. Et par contre, ce qu'ils ont fait lors de la conf de presse, en fait, c'était pas un papier qu'ils ont montré, c'était juste, ils ont dit on a trouvé ça, les gars, trop bien, quoi. Donc ils ont juste dit cette phrase, ils ont dit on a trouvé ça, les frères. Les frérots, stars. c'est trop bien. Et donc ça a été relayé dans les médias occidentaux, tout ça. Et après, quand ils ont publié le truc, quand on a regardé un peu, on a fait ah ouais, en fait, c'est 90%, quoi. Donc en gros, si c'est moins que la chauve-souris, c'est que c'est daubé votre truc. What? Voilà. Donc c'était pas 99, c'était 90. Et en plus, il y a eu 4 papiers scientifiques en même temps publiés en Chine sur ce même sujet, où c'était pas clair que les 4 papiers scientifiques, c'était exactement la même source et le même pangolin, à 90%. Et donc du coup, tu as un peu une impression de vas-y, on a voulu faire un petit rideau de fumée voilà. Mais c'est vrai que même si c'était du bullshit, j'ai l'impression que ça a quand même bien marché, parce qu'il y a pas mal de gens aujourd'hui, je pense, qui se baladent en se disant oui, il y a une histoire de pangolin dans cette affaire, tu vois.
Donc, c'est un peu shady, mais je considère pas ça comme un argument de ouf. Juste, je voulais le citer parce que peut-être les gens ont le pangolin en tête et ils allaient se demander quid du pangolin. Quid du pangolin. Mais c'est marrant, cette histoire de pangolin, tu sais, c'est l'un des ressorts principaux de la désinformation. Tu sais, j'ai oublié le nom du théorème dont on a souvent discuté, qu'il est beaucoup plus facile de dire une connerie que de démontrer que c'est faux, tu vois. Ah oui. C'est le truc préféré de Jean Covici. Il dit souvent Ouais, ça, Jean Covici, il adore ce truc. Mais en fait, ça, c'est une illustration parfaite, tu vois. Ouais. Genre, en gros, tu déclares un truc. Tout le monde le reprend. Ouais. Suffisamment de fois pour que ce soit repris. Ouais. Et après, pour expliquer que c'est faux, ça prend tout de suite plus longtemps. Ouais. Et du coup, en fait, on retient le pangolin, quoi. Et en plus, les journaux n'ont pas de incentive, j'ai encore oublié comment on dit, ce mot, j'y arriverai jamais, n'ont pas d'avantage à publier qu'ils ont eu tort. Donc, des fois, ils font un peu exprès d'oublier de publier qu'ils ont eu tort. Donc, ouais. L'histoire du pangolin, qui est un peu shady, mais je le mets pas dans les arguments. C'était juste pour l'info. Non, mais ça recadre un peu pourquoi on a parlé du pangolin à un moment. Voilà, au moins, ça donne cette affaire. Et voilà. Et apparemment, le pangolin, c'est un peu une vicose, c'est-à-dire qu'il a une espèce de mutation qui fait qu'il ne se protège pas bien contre les virus, et donc dès qu'il rencontre la chauve-souris ou le moindre truc, genre il chope ses virus et il prend cher et tout, c'est un peu une victime. Okay. Ouais. Je sais pas. Pourquoi il se frotte pas ses écailles? Pourquoi il mange? Ouais, il pourrait genre juste manger une de ses écailles. Tu sais, il se l'arrache comme ça, fait hop là. Et hop, tu sais, ça restaure tous ses cœurs. Ouais, c'est ça. Donc, je sais pas en quoi cette information est utile, mais c'est un peu une victime. Et je me souviens que dans le livre, ils expliquaient que les chauves-souris, par contre, c'est des oufs. C'est que les chauves-souris, elles ont une mutation de fou où, en gros, genre, elles peuvent avoir moult virus et s'en battent les steaks. Oui, j'avais lu ça aussi. En gros, que c'était. Ah ouais, c'est vrai. Je dis pas de la merde. C'était particulièrement intéressant pour les virologues parce que du coup, c'était des réservoirs à virus. Ouais, c'est ça. Genre elles s'en battent. Et du coup, c'est un peu le golden chest, genre des virologues. Ouais, dans Zelda, c'est le truc. C'est ça. Il y a tous les trésors. Donc ça c'est dans les trucs shady. Et il y a un autre truc shady, c'est que le WIV a fermé sa base de données de coronavirus en septembre 2019, donc 3 mois avant l'épidémie. Et donc il y a des gens qui disent peut-être il s'est passé un truc, et donc ils ont fait oh là 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 là, et puis on enlève la base de données, et puis ni vu ni connu. Donc ça c'est un autre truc shady. Voilà, je sais pas si c'est un argument. Il y a beaucoup de gens qui sont énervés du fait que, tu sais, à un moment l'OMS a visité Wuhan en mode oui, on va vous investiguer. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui se moquent de cette visite parce que c'était vraiment une visite de courtoisie. Et ils n'ont pas demandé d'ailleurs la base de données. Donc il y a plein de gens qui sont énervés. Et d'ailleurs, il y avait notre pote Peter Daszak dans le groupe d'experts de l'OMS. Voilà, donc il est décidément partout. Et partout, c'est chelou, quoi. C'est tout le temps chelou quand il est. Donc ça, c'était les arguments pour le labo. Et ensuite, c'est quoi les arguments pour la zoonose? Donc, ça va être très rapide. Hein. Parce que d'ailleurs, tu l'as dit tout à l'heure, hein, c'est ça. Si c'est pas l'autre, c'est ça. Bon. Et en fait, il faut montrer que c'est pas l'autre. C'est plutôt le contraire, il faut montrer que c'est l'autre. Mais bon, voilà, de toute façon, en gros, il y a consensus sur le fait qu'on parle d'un virus de chauve-souris qui s'est d'une façon ou d'une autre retrouvé dans un humain. L'argument numéro 1 pour la zoonose, c'est que il pourrait y avoir une chauve-souris avec un virus à 99% similaire au Covid-19 quelque part, juste on l'a pas trouvé parce que c'est compliqué à trouver. Tu pourrais avoir un paysan des provinces du Sud à 1000 km là, qui s'est fait contaminer par la chauve-souris et puis qui a pris un train pour Wuhan. Eux, ils disent plutôt un camion de nuit. Pour aller vendre un pangolin. Je sais pas, non, juste il est allé à Wuhan. Juste il a contaminé personne, donc plutôt un camion. Ou alors, je sais pas, il a pas réussi à infecter les gens dans le train. Bref, on peut imaginer des scénarios. Voilà. Mais du coup, attends, juste pour comprendre le principe d'une zoonose, c'est qu'il y a un animal, genre la chauve-souris, qui a un virus. Ouais. Qui est pas forcément... En fait, plein d'animaux ont plein de virus qui sont pas transmissibles aux humains, c'est ça? Déjà, l'info de base, parce que moi, je savais pas trop ça, tu vois, avant qu'on parle de oui, c'est vrai, moi non plus. Et tu sais, des fois, il y a des histoires, des histoires obscures de, tu sais, un mec qui a mangé une limace pour faire un concours, et juste, en fait, il s'est tapé un virus hardcore, et il était paralysé, et puis il est mort. Ou qui a mangé un gecko, ou je sais pas quoi, et qui a commencé à avoir une hémorragie interne et tout. Enfin, en gros,
déjà, il y a des animaux où en effet, il faut faire gaffe. Et donc oui, souvent, c'est difficile d'avoir une transmission aérienne du virus. Mais si tu cherches la merde et que tu mets tes mains dans du guano et que tu as une blessure ou un truc, ou que tu te fais mordre, ou que tu le manges cru, ou un truc comme ça, du coup, le jump du virus de l'animal à l'être humain est facilité. Après, par contre, l'être humain qui a le virus, il doit jumper de l'être humain à un autre être humain, et ça, c'est pas facile. Donc en gros, la zoonose, c'est pour ça que ça arrive souvent dans les élevages, parce que du coup, le virus, il jump à l'être humain, puis il rejump sur l'animal, puis sur un autre animal, puis il a le temps, en gros, de faire ses mutations jusqu'à ce qu'il soit un peu ça, ma question, adapté. C'était sur les mutations. S'il y avait dans la chauve-souris un truc proche à 96% de ce qui a finalement été sur l'humain, eux, ce qu'ils ont l'air de dire, c'est qu'il y a forcément eu un saut. Si c'est une zoonose, un saut par un autre... Enfin, tu vois, il y a forcément eu une mutation. Oui, il y a un animal intermédiaire, je pense. C'est ça qu'ils disent. Et juste pour comprendre, la mutation, elle se fait dans une chauve-souris avant que ça passe à l'autre animal, et du coup, ça passe à l'autre animal, et après, il y a la mutation dans l'autre animal. Et là, ça peut passer à l'homme ou en fait comment? Non, mais je pense que je sais pas si c'est intéressant, mais je comprends pas comment ça marche. Je sais pas si je sais pas si c'est fondamental, mais je pense que t'as plusieurs cas de figure. C'est-à-dire soit le truc il mute dans la chauve-souris et du coup il passe en airborne de façon aérienne sur quelqu'un d'autre, ou soit il passe sur quelqu'un d'autre parce que l'autre s'est fait mordre par la chauve-souris ou a eu du guano et là ça mute et après quelqu'un d'autre il mute. C'est ça que je comprends. Ok. Non mais c'est plutôt. Tu peux tout imaginer. Non mais ça c'est intéressant parce qu'en fait ça veut dire que c'est difficile que ça change d'animal là, et c'est vraiment un truc genre tu nages dans le caca ou tu te fais mordre ou un truc comme ça quoi. Oui. non mais c'est pour parce que c'est intéressant le côté en fait quand t'as une mutation, c'est nécessairement sur un pourcentage infime de ton génome, c'est ça. Donc en fait en gros, j'en sais rien, je dis n'importe quoi. Tu me dis si t'as l'info. Mais genre, il y a peut-être. Est-ce qu'il y a genre un cap quoi? Ce qu'on dit, c'est qu'en gros, une mutation ne peut pas modifier plus de 1% de ton génome. Du coup, vu qu'entre 96 et 100, il y a 4%, on sait que nécessairement, il y a des animaux intermédiaires, c'est ça? Oui, non, mais c'est une très bonne question. En gros, moi, de ce que j'ai compris, c'est que 99%, en gros, t'as trouvé l'animal intermédiaire. 96, ça paraît un peu présomptueux de dire, en gros, il a jumpé directement sur l'être humain. Voilà. Donc même si tu te fais mordre par une chauve-souris, il a pas... Bah si, peut-être que si tu te fais mordre, là par contre, tu vois. Parce que du coup, tu vas te retrouver avec, je sais pas combien, X virus à 96% dans ton corps. Et peut-être sur un de ceux-là, il y en a un qui va commencer à muter, d'accord. Donc j'en sais rien, mais en tout cas, voilà, c'est sûr que si tu mets tes mains dans le caca, tu augmentes les probabilités plutôt que si tu traînes à côté de la chauve-souris. Donc en gros, c'est... mais du coup, juste si j'essaye de comprendre un peu le mécanisme, après peut-être c'est faux ce que je dis, mais du coup, là, moi, ce que je m'imagine, c'est de dire, tu as constamment des virus qui sont dans des hôtes, animales ou humaines. Ou végétales, d'ailleurs. Je ne sais pas si les végétaux, ils ont des virus. Bon, bref, tu as un virus qui est dans un hôte, et globalement, quand il est hors d'un hôte, il a une durée de vie très faible. Tu vois. Airborne, ça dure très peu, donc globalement, il doit être dans un hôte. Et donc, au cours de le virus, il a une durée de vie aussi élevée que son hôte, finalement. Tant qu'il change, si son hôte meurt, lui-même, il meurt s'il ne change pas d'hôte. Tu vois. Et du coup, ce qu'on dit, c'est que tu as des mutations qui s'opèrent à intervalles réguliers, donc je ne sais pas, disons n'importe quoi, toutes les semaines, tu vois, ou tous les 6 mois, ou j'en sais rien. Et du coup, une mutation donnée ne peut pas modifier un pourcentage conséquent de ton génome. Il modifie nécessairement un petit pourcentage de ton génome. Et du coup, ce qu'on dit, c'est que quand on trouve un virus qui a une correspondance à 96% avec le virus qui nous concerne, du coup, on subodore que pour passer de 96 à 100, il lui a fallu un certain nombre de mutations. Et que du coup, il faut une durée de vie plus élevée que la simple durée de vie de sa chauve-souris. Et que du coup, il y a nécessairement des animaux intermédiaires. Quoi. Non, mais je pense que ça n'a pas forcément de rapport avec la durée de vie de la chauve-souris, parce qu'il peut sauter d'un animal à l'autre alors que son hôte n'est pas mort, en fait. Ouais. Ok. Donc, non, mais il n'y a pas de question de durée de vie d'animal. Non.
Oui, mais du coup, il peut sauter d'une chauve-souris à une autre chauve-souris. Pourquoi il y a un animal intermédiaire? Ouais, il peut sauter d'une Parce chauve-souris à que- une autre chauve-souris. Ouais. Ça veut dire qu'on considère que en sautant d'une chauve-souris à l'autre, comme c'est le même animal, il va pas muter. Mais C'est ça. si, il mute tout le temps, mais c'est juste que si tu mets une cage avec, admettons, un pangolin ou un civet, je sais pas comment on dit, à côté, et que en gros, t'attends que le civet se fasse infecter, bah, en gros, il va se faire infecter que par la portion du virus Ouais. qui a muté et de façon qui- favorable à infecter le civet. Ah oui, Et c'est après, ça. il va se reproduire à l'intérieur du civet. Puis après, peut-être Avec tu cette mets une autre mutation-là. cage à côté avec un autre gus de la même espèce. Hmm. T'attends qu'il refasse un jump et petit à petit, en fait, ça converge vers un truc qui est capable de vivre dans un mammifère proche de l'homme et de jumper à travers l'air. Enfin, tu vois, c'est ce genre de mécanisme-là. Quoi. Ok. Ouais, c'est ça. Non, mais tu vois, c'est intéressant. Faudrait que je regarde une vidéo explicative parce que c'est vrai que je réalise qu'en fait, le mécanisme de mutation et de transmission des virus entre animaux et des animaux à l'homme, Ouais. en fait, je réalise que j'y connais pas grand-chose et que je l'ai Ouais. toujours pas bien compris. Tu vois. Que c'est beaucoup plus facile pour moi de comprendre le labo que de comprendre la zoonose. Tu vois. Oui, c'est vrai, c'est sans doute plus simple. Ouais. Mais après, sur la zoonose, bon, il y a juste à comprendre que en gros, c'est un animal qui t'a rendu malade, soit en le mangeant, soit en le côtoyant. Quoi. Enfin, après, là, pour le bouquin, il n'y a pas besoin de comprendre plus que ça, je pense. Ouais. Mais Oui, donc, mais du coup. après, oui, pardon. Ouais, vas-y. Non, mais après, le truc, c'est que la clé du problème, c'est des notions de proba, tu vois. Et en fait, pour apprécier les probas, tu dois un peu plus comprendre le mécanisme. Oui, je suis d'accord. Et je trouve qu'un argument pour l'instant plutôt contre la zoonose, c'est qu'on n'a pas trouvé l'animal intermédiaire. Donc, Oui, non, mais complètement. C'est parce que dans l'épidémie 2023 de SARS, on l'avait trouvé assez rapidement. C'était le 2003. civet, 2003. Il y a eu une épidémie de MERS qui était, en gros, c'était un chameau. Donc on l'a on a aussi fini trouvé. par le trouver. Ouais. Donc en gros, oui, c'est vrai que tu as envie de dire, d'habitude tu le trouves. Maintenant, c'est vrai que quand Non. tu me dis autant chercher une aiguille dans une botte de foin, j'ai tendance à dire, bah oui, en effet, c'est ça. Ah ouais, ils disent ça, quoi. En fait, ça revient quand même à chercher une aiguille dans une botte de foin. Je sais Ok. pas. Enfin, si c'était vraiment vrai, du coup, ça serait pas possible qu'on l'ait trouvé pour SARS et pour MERS, mais du coup, ça doit quand même être compliqué, quoi. Donc, Ok. enfin, je sais pas. Moi, ça me choquerait pas que, Non, juste mais on l'ait pas trouvé, quoi. Mm. Donc pourquoi pas. Tu peux avoir un paysan qui était dans les grottes et qui s'est ramené à Wuhan, donc ça me choque pas. Par contre, un truc qui est bon à savoir, c'est que, et ça c'est quand même un truc de ouf, c'est qu'il existe une étude où les gars ont recensé tous les animaux vendus dans les marchés chinois, dont celui de Wuhan, et avant le Covid. Il y a un mec qui s'est éclaté à faire ça. Quand même. Il s'est dit, ça va servir un jour. Voilà. Et donc avant le Covid, c'est-à-dire que les mecs n'avaient même pas besoin de cacher leur truc ou quoi. Et donc la conclusion de l'étude, c'est qu'il n'y a pas dans le marché de Wuhan de chauves-souris ou de pangolins. Par contre, il y a des animaux qui pourraient être des bons candidats, comme alors le Chinese bamboo rats, raccoon dogs, hog badgers, voilà, qui ont été en effet observés dans des cages et dans de mauvaises conditions, et que les différentes normes, on va dire, de sécurité n'étaient pas appliquées. Donc voilà. Mais Et là, bon. j'ai une question d'une importance majeure. C'est quoi un bamboo rat, Non. un Chinese bamboo rat? Non, mais c'est sur ce marché-là, ils vendent des animaux vivants, mais dans quel but? De servir d'animaux de compagnie, pour que les gens après les mangent. Ça, c'est une bonne question, j'en sais rien. Bah, Ah, mais genre, peut-être que dans la Chinese bamboo rat. non, peut-être que dans la traditional Chinese medicine, genre ça requiert d'avoir je sais Des pas, animaux vivants. de performer un espèce de rituel, je sais pas. Ok. C'est une bonne question. Ok. Non, mais ça a son importance. Est-ce que tu es allé regarder sur internet genre ce que c'est un Chinese bamboo rat? J'ai vu que ça avait beaucoup excité Alexa. Bon, en fait, c'est un rat, quoi. C'est moi. C'est un rat. C'est un rat, c'est juste qu'il est bambou, Ça- quoi. bah, c'est juste Il a un rat, tu vois. une feature, c'est qu'il est bambou. Ouais, ça, il est assez bambou, tu vois. Ouais. Il y a une photo, il est dans un bambou, tu vois. Bon, ben voilà. Voilà. Donc, l'argument numéro 2, c'est que le SRAS, en 2003, il y avait une liaison très claire avec un marché à animaux sauvages. Et donc là, bim, t'as un bêta Qu'est-ce qu'ils coronavirus. font avec ces animaux, putain? Ben, je sais pas.
Puis ils font de la Chinese Pardon. Traditional Medicine. Je peux t'en dire plus. Mais c'était aussi en Asie, le SARS? Le SARS, c'était en Asie. Le SARS, c'était en Asie aussi. Donc pareil, voilà, avec un épicentre, super spreader event, marché animaux. Donc là, bim, même scénario. Voilà, donc ça, c'est un peu, voilà, on va dire l'argument numéro 2, c'est juste de dire comment ça s'est passé avant. C'était des zoonoses. Voilà. On peut préciser quand même que dans le cas du Covid, dans le marché, ils n'ont pas trouvé d'animaux infectés et ils ont trouvé que la version humaine du virus. Donc soit sur des humains, soit sur des poignées de porte, tu trouvais la version humaine, mais il n'y a pas de version animale du virus, donc ils n'ont rien trouvé. Alors qu'ils l'ont trouvé facilement pour le SARS, ou le SRAS, je ne sais pas comment on dit en français. Donc voilà. Ensuite, l'argument numéro 3, j'en avais parlé, enfin tous les trucs un peu obscurs du labo chinois, donc de ne pas partager la database de virus, les 9 virus très similaires au Covid qu'ils ont trouvés, mais qu'il fallait leur extirper par le nez, pas parler du site de clivage de la furine. Voilà, en gros, l'idée c'est de se dire que c'est tellement accablant que, en gros, tu vois, imagine c'est une zoonose, bah, tu caches quand même le truc parce que tu te dis juste tout le monde va croire que c'est toi qui as vrai. Donc voilà. Oui, c'est ce que disait Georges tout à l'heure. Exactement. Donc ça, c'est l'argument numéro 3. Et l'argument numéro 4, qui est un peu l'argument qui s'adresse à nous, qui est en gros, beaucoup de gens sont contre la recherche de type gain de fonction, donc qui consiste à améliorer un virus. Alors la définition de gain de fonction, c'est un peu de la merde. C'est du gain de fonction que si c'est dangereux, mais en fait, t'en sais rien si c'est dangereux avant que tu le fasses. Mais bon, voilà. Donc gain de fonction au sens juste améliorer un virus, on va dire. En gros, il y a des gens qui considèrent que faire ça, c'est un risque existentiel, dont on fait partie, je pense. Et donc cette fuite, entre guillemets, ou cette apparence de fuite, est du pain béni pour ces gens-là, qui ne lâcheront pas le steak, et donc qui vont pousser en répétant que c'est le labo qui est la faute du truc, parce qu'ils ont cette vision de c'est dangereux. Voilà. Et... Mais ça, en quoi c'est un argument pour la zoonose? C'est un argument... c'est qu'en gros, il y a des mecs qui ont un intérêt à ce que ça soit un lablique. Alors que c'est vrai que quand tu regardes comme ça, tu te dis, il n'y a personne qui a un intérêt à ce que ce soit un lablique. Eux, ils disent, si, il y a des communautés quand même de mecs qui sont un peu excités là-dessus. Ouais, je sais pas si c'est un bête d'argument, mais c'est un argument. Et je trouve que le meilleur argument, c'est juste qu'il n'y a pas... en fait, c'est juste... il n'y a pas besoin d'avoir un argument en fait, pour la zoonose, dans le sens où c'est le... Comment dire ? C'est le scénario de base. Et donc, si tu veux dire un truc extraordinaire du genre ça sort d'un labo, là, il faut que tu aies des arguments solides. C'est ça qu'il faut prouver. Voilà. Donc, je suis même pas sûr qu'il faut qu'il y ait un argument pour la zoonose, parce qu'en soi, il n'y en a pas, en fait. Hein. Quand tu regardes, juste, on n'a rien trouvé. Concrètement, il n'y a pas d'argument. C'est juste, je sais pas, est-ce qu'il y a besoin d'un argument ? Oui, en gros, là, il y a les arguments, les pseudo-arguments qu'ils donnent là, c'est qu'ils montrent que malgré tout le faisceau d'indices pour la fuite, en fait, c'est toujours possible d'interpréter les choses et ce qui s'est passé par le fait que c'est une zoonose. Il n'y a aucun contre-argument à la zoonose, en fait. Parce que, tu vois, ça... De toute façon, tant que t'es pas sûr à 100%... Qui sont sûrs, tu vois, en fait. Tant que t'as pas un mec de One qui est passé au détecteur de mensonges et qui dit oui... je fais pas l'accent chinois. Hein. Oui, c'est moi. J'ai fait tomber un tube à essai. Je suis sympa. Du coup, voilà, je sais pas. Oui. Donc ça peut toujours être une... comme voilà, les deux codons CGG, ça peut être... une mutation naturelle. Ça peut arriver, quoi. Juste c'est rare, ça peut arriver. Ouais, c'est ça, mais c'est ça qui est chaud. Mais donc, c'est ce que je disais, Georges, quoi. C'est qu'un truc de probabilité. Ouais. Mais tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui se dénonce ou un papier qui fuite et qui dit c'est moi, j'ai... Tant que le Chinese Bamboo Rat il sort pas de la forêt de bambou pour dire c'est WAM, du coup, voilà, on est niqué. Ouais. Donc, je sais pas, on peut discuter un peu. Bon, là, on est fatigué, donc ça va pas durer longtemps, mais comment faire sens de tout ça, parce que... En gros, je trouve ça quand même incroyable que dans l'ère de l'information, tu vois, t'as Internet, t'as tout ce qu'il te faut, comment c'est possible que tu puisses ne pas faire sens d'un truc aussi évident. C'est-à-dire, comment c'est possible que dans les mois qui suivent la pandémie, on en soit à la fuite du labo, c'est une théorie du complot. C'est quand même...
c'est quand même un truc qui est... Enfin, ça vaut le coup de se poser 2 minutes et de se dire que c'est quand même incroyable, quoi. Enfin, Enfin, Ouais, que c'est- moi, je me souviens que en février 2020, j'avais entendu des podcasts avec les mecs qui disaient oui, ok, il y a les codons, il y a les trucs, il y a les machins, il y a l'Institut de virologie et tout. Et tu cherchais sur Google, il n'y avait rien, quoi. Ouais, je me rappelle. Même sur DuckDuckGo, il y avait genre un site ou un truc. Ouais. C'est quand même trop chelou, quoi. Enfin, et je suis pas en train de dire c'est une théorie du complot, je suis juste en train d'essayer de comprendre la mécanique qui fait que en 2020, on n'arrive pas à faire sens d'un truc aussi basique, quoi. Enfin... Et puis surtout, ça a quand même durablement changé l'humanité, tu vois, donc ça mérite quand même qu'on s'y attarde un peu et qu'on juste passe pas au livre de Bruno Le Maire, tu vois. Ouais, mais alors moi, par rapport à ce que tu disais, le truc de en 2020, comment ça se fait que il n'y ait pas eu plus de choses là-dessus. Mais en fait, quand même, à ce moment-là, il peut y avoir l'argument de bah ouais, mais en fait, on était en pleine pandémie mondiale, un truc qui avait jamais été vécu à cette ampleur-là, à l'ère de la mondialisation, machin, tout ça. Et il y avait plein de choses très urgentes et quotidiennes à gérer. Donc même s'il y avait quelques personnes qui commençaient à enquêter, à donner des hypothèses, en fait, je peux imaginer que en fait, la priorité n'ait pas été donnée à ça, même si c'est important. Et voilà. Là, maintenant, on est 3 ans après, quoi. Oui, on commence comme dit Georges, on commence à avoir envie d'avoir des réponses, des enquêtes qui sont menées à leur terme, des gens l'OMS quand ils vont visiter Wuhan, où ils font une vraie enquête, quitte à y aller en mode déguisé visiteur, sinon c'est trop fake, tu vois. Mais juste pour t'arrêter, il y a un contre-argument à ça qui est pas évident, faut y penser, mais c'est soulevé par les auteurs, c'est que plus t'attends, en fait, plus t'as du mal à savoir d'où ça vient, en fait. Ouais, je sais bien, mais en fait... Il y a un contre-argument à ça. Non, mais... Enfin, c'est pas spécialement un contre-argument, c'est juste que dans les faits, ce qui s'est passé, c'est que on était, au lieu de se dire ah putain, il faut qu'on trouve maintenant la cause parce que plus tard ce sera compliqué, peut-être que dans les faits, on était en train de gérer les je sais pas combien de milliers de morts, les hôpitaux saturés, les trucs comme ça, tu vois, en fait. Ouais. Non, mais oui, enfin, ok. Et du coup, pour vous dire, enfin, là quand tu tapes fuite de labo dans Google. Les 3 premières pages, alors c'est des journaux sérieux, hein. Il y a beaucoup de journaux qui parlent de la fuite de labo, mais là, c'est un article de 2 minutes qui dit oui, le FBI et le département de l'énergie américain estiment très probable la fuite du labo. D'autres administrations américaines ne sont pas d'accord. C'est ça l'article. Et il est copié-collé sur 3 pages de Google News. Enfin, c'est le niveau 0, quoi. Enfin, c'est quand même triste que en gros, il y a un mec là qu'on fasse une vidéo avec un mec qui a un t-shirt de Denver, le dernier dinosaure, qui fasse un document audio qui résume un peu les différents arguments, quoi. Donc, je sais pas, c'est quoi votre exposition à ça, parce que moi, j'avoue, j'ai été sevré d'infos sur ce sujet par le mainstream, mais toi, Clem, tu as l'air d'avoir dit quand même que tu avais entendu des trucs. Ouais, je pense que c'était à peu près 1 an après le premier confinement en France, là, février-mars 2020. Donc, on avait un peu passé le gros de l'épidémie, et je me rappelle avoir entendu ça et m'être dit « Ah, enfin !» En quelque sorte, on est prêt à entendre ça. Mais bon, voilà, après, tu vois, c'était une émission, et peut-être 1 ou 2 articles quand j'avais regardé. Et puis, en effet, je suis quand même surprise, ce que je disais, que dans les médias, on ne suive pas de plus près, tu vois, qu'on n'ait pas des updates réguliers de où en sont les enquêtes sur l'origine du Covid, en fait.
Oui, Et mais de temps en temps, il y a peut-être une phrase de mais 2 minutes, qu'est-ce qui fait que alors que c'est un truc quand tu es journaliste, primordial. t'es pas capable de produire juste un tableau avec argument pour, argument contre. Enfin, je suis assez sidéré. Enfin bref, on va pas s'éterniser là-dessus, Ça, mais peut-être qu'on les a ratés. peut-être on les a ratés. Peut-être qu'on les a Toi, Georges, ratés. t'as vu des trucs intéressants passer ou... Non, j'ai pas vu des trucs. Non, mais moi, je partage le constat que il n'y a pas assez c'est un événement quand même majeur pour l'humanité. C'est un des événements les plus significatifs des 10 dernières années, tu vois. Et que du coup, il est pertinent d'y consacrer du temps et d'y consacrer de la surface médiatique, tu vois. Pour moi, ça fait pas trop débat non plus, tu vois. Ouais. Ou en tout cas, plus que le livre de Bruno Le Maire, tu vois. Donc d'une part, et du coup, je pense qu'il est pertinent d'y s'y consacrer, et sachant que, que ce soit une zoonose ou que ce soit un labo, il y a des probabilités significatives que ça recommence, vu que des labos, il y en a plein, et vu que des virus qui mutent, il y en a plein tout le temps. Et que du coup, vu que c'est un risque existentiel pour l'humanité, là on rejoint le livre de Toby Ord qu'on avait fait, c'est quand même intéressant de s'y consacrer, et ça devrait intéresser le grand public, tu vois. Et donc, partant de ce constat-là, effectivement, moi, ce que je vois, c'est que une fois qu'on est sorti de la pandémie, les grands médias, enfin les médias et les journalistes en particulier, une grande proportion des journalistes ne font pas leur travail de récapitulatif, d'enquête approfondie, ou en tout cas c'est minoritaire, tu vois, par rapport à d'autres actualités plus anecdotiques qui ont une surface médiatique conséquente, tu vois. Et du coup, pourquoi ça arrive? Là, pour moi, il faut un peu s'intéresser aux médias et peut-être rejoindre le bouquin de Julia Cagé, tu vois, qui est de dire que, tu vois, c'est plus une question c'est toujours la même chose, en fait. Quand tu te demandes pourquoi les gens ne font pas X, c'est est-ce qu'ils ont un intérêt à le faire, tu vois. Et donc, du coup, moi, ce que j'en déduis, c'est que la plupart des médias aujourd'hui, l'information, elle est grandement gratuite ou très peu chère, et que du coup, tu n'as pas les ressources pour faire des enquêtes approfondies d'une part, ou t'affranchir de tout ce qui est putaclic, parce que c'est ce qui génère du trafic, c'est ce qui génère du clic, c'est ce qui génère du revenu publicitaire, et que du coup, il vaut mieux parler de l'anus protubérant de Bruno Le Maire, tu vois. Je crois pas que ce soit son anus, c'est l'anus de son personnage. Oui, du personnage de Je son préfère bouquin. préciser. De son bouquin. Effectivement. C'est juste c'est la déduction que j'en fais, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une déduction hâtive et il faudrait faire un travail un peu plus approfondi, ou peut-être faire un bouquin là-dessus sur... En fait, pour moi, c'est une question plus globale. Tu vois, on a fait un bouquin sur le financement des médias, mais c'est vrai que c'est une question intéressante qui est de dire comment se forme le paysage médiatique. Ouais. Et qu'est-ce qui fait qu'on va traiter plus de tel sujet plutôt que de tel autre? Et pour moi, c'est la profondeur de traitement d'un sujet, la fréquence de traitement d'un sujet. En gros, c'est les deux trucs qui sont intéressants, et c'est les deux variables qui déterminent ce que j'appelle le paysage médiatique. Oui, là, il y avait zéro profondeur sur les 3 premières pages de Google. Voilà. Et pour moi, genre, ce qui affecte ces variables-là, pour moi, ça réclame une conversation un peu plus profonde. Voilà, qu'est-ce qui fait qu'on va traiter d'un sujet profondément, ou qu'on va traiter d'un sujet de manière récurrente? Bon, on a tous notre petite idée, genre, plus c'est racoleur, plus c'est intéressant, plus c'est tragique, plus c'est intéressant, plus c'est proche de nous, plus c'est intéressant. Voilà, mais je pense que ça mériterait de faire un truc un peu plus profond. Et quand tu dis intéressant, c'est parce qu'ils sont drivés par des audiences, j'imagine, et parce que les audiences, c'est ça qui ramène la pub, c'est ça qui ramène l'argent. Enfin, on en vient... Voilà, mais après, ils sont drivés par les audiences d'un côté, effectivement, mais aussi, c'est ce qu'on a vu dans le livre de Julia Cagé, ils sont aussi drivés par les intérêts de leurs propriétaires. Non, mais en fait, le problème, il est plus large que ça. Enfin, comment dire, en fait, ce qui me gêne, c'est que je n'ai pas l'info, tu vois, si un jour sur BFM TV, tu vois, le jour où le FBI a fait son rapport, est-ce qu'ils n'ont pas consacré toute la journée à en parler? J'en sais rien. C'est ça. Oui, mais c'est pas ça la critique. Enfin, la critique, c'est que quand tu discutes avec des gens, je sais pas, le week-end dernier, on discutait avec un gars qui était bénévole au Shift Project. Donc voilà, c'est un mec qui se renseigne un petit peu, tu vois. On n'a pas pris non plus un mec au hasard.
et il était au courant de rien. Tu prends un sample, n'importe lequel de tes potes, je pense qu'il est au courant de rien. Un mec dans la rue, il est au courant de rien. Et donc, oui, mais du coup, ça rejoint le truc c'est ça le truc. Ça rejoint de la question de comment les gens s'informent. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai pas envie en fait que les gens dans les commentaires me disent en fait il y a Le Monde qui a fait une très bonne vidéo ou je sais pas quoi en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que le fait est que les gens ne sont pas au courant alors que c'est un truc majeur. Et je pense qu'il y a d'autres sujets où les gens si tu sont de leur opinion, ils sont tous au courant. Donc il y a bien un moyen de véhiculer l'information à des gens pour qu'ils soient tous au courant. Ça a l'air d'exister. Il y a plein de sujets où tout le monde est au courant. Mais ce moyen n'a pas été utilisé dans ce cas-là. Je sais pas si je me fais comprendre. Oui, effectivement. Mais tu vois, pour moi, ça pose la question plus globale de comment les gens s'informent. Déjà, combien de temps ils s'y consacrent ? Combien de temps, en moyenne, un Français consacre à s'informer ? Ouais. Voilà. Est-ce que ça décroît ? Est-ce que ça s'accroît ? Je n'en sais rien. Je suppose que ça ne décroît pas et que c'est constant. Mais c'est une hypothèse, j'en sais rien. Donc déjà, tu vois, as la première hypothèse, c'est de dire si aujourd'hui les gens ils consacrent 5 minutes par jour à s'informer, nécessairement ils vont savoir moins de trucs, mécaniquement. Oui, mais il y a quand même des trucs qu'ils savent. Non, mais le bouquin de Bruno Le Maire. Mais du coup, le nombre de trucs qu'ils savent se restreint s'ils en consacrent plus que 5 minutes versus une demi-heure. Bien sûr. Et là... Après, après ça, j'en sais rien, tu vois, c'est une hypothèse, peut-être qu'ils y consacrent autant qu'avant. Donc déjà, il y a quel est le temps que les gens consacrent à s'informer. Et après, il y a quelles sont leurs sources d'information et quels sont les sujets traités par ces sources d'information-là. Ouais. Et moi, je pars du postulat que le temps consacré à s'informer n'a pas énormément varié les 20-30 dernières années. Et du coup, je porte mon attention sur quelles sont les sources d'information et qu'est-ce qui est traité dans ces sources d'information-là. Tu vois. Et un truc qui peut expliquer le fait qu'il y a peut-être eu quelques émissions sur le sujet, mais que ça ne fait pas que tout le monde est au courant. Peut-être que c'est parce qu'il y a a priori aucune certitude. Tu vois, là, tous les arguments qu'on a donnés pour la fuite, par exemple, ça ne permet pas de conclure il y a eu une fuite ou il y a eu une zoonose. Ah oui. Et en fait, ça, c'est un truc... C'est un frein. Oui, c'est un frein. En fait, du coup, les gens sont là, ok, on ne sait pas. Donc, en fait, ils ne retiennent pas trop. Ils savent à peine qu'il y a, en fait, pas que la zoonose. Ils ont retenu le pangolin parce que ça, c'était rigolo et que ça marque les esprits. Mais ça me fait penser un peu au lobby, hein. Du coup, tu sais, les histoires où, en gros, c'est la fabrique du doute. C'est ça, c'est tant qu'il y a un doute... en fait, malheureusement, l'opinion ne se fait pas. Donc c'est pas mal comme explication. Et l'autre chose, peut-être un peu plus tordue que je me disais, quand vous parliez de ce qui fait que les médias parlent de certains sujets, c'est aussi parce que c'est dans l'intérêt de décideurs ou des gens qui les possèdent, ou peut-être du coup des décideurs politiques aussi. C'est que là, si c'est avéré que c'est une fuite de labo... Tout le monde s'en fout. Enfin, au niveau des décideurs. J'allais dire un truc inverse. Ils préfèrent pas que ça se sache, ils préfèrent pas que ça aille au bout du truc, parce que ça veut dire que ça aura des conséquences sur du coup ces instituts-là de recherche en virologie, leur fonctionnement, leur intérêt, ça remet en cause tout un pan scientifique. Et du coup aussi, est-ce que le fait que ça remette en cause la façon dont on fait de la science, est-ce que ça aussi c'est pas une problématique, tu vois? Oui, non, je vois ce que tu veux dire, mais j'essaie de mettre un poids sur les différents phénomènes, et tu vois, je sais pas si Bernard Arnault, il en a quelque chose, tu vois. Je sais pas. Il y a aussi ça. Mais du coup, c'est peut-être d'autres gens qui bloquent, quoi. Oui, non, mais c'est ça, mais après, c'est une question de poids que tu mets sur les différents trucs, ouais. Moi, il y a un phénomène que je voulais citer qui était hyper intéressant. J'avais entendu ça dans un podcast qui s'appelle Le Portail. Et en gros, le mec avait ressorti un essai, donc un article du New York Times de 1945. Et en gros, il disait que le mec, dans son essai, expliquait qu'en 1945, enfin, en gros, le mec écrivait en 1945 et pétait un câble sur le fait que c'était pas mainstream
de savoir qu'il y avait eu le génocide des Juifs, tu vois, qu'il y avait eu l'Holocauste. Et donc le mec en 45 pétait un câble là-dessus et disait, mais en fait, on a des photos, on a des trucs, on a des témoignages, on a tout ce qu'il faut. Et il y a quand même 9 personnes sur 10, je crois, aux États-Unis, qui croient que c'est une théorie du complot. Et donc, c'est vrai que ça fait écho, j'ai bien aimé ce podcast, parce que je trouve que ça fait écho au truc. En gros, le mec expliquait que tu as une sorte de rideau de la conscience collective. C'est-à-dire que tant que TF1 n'a pas parlé d'un truc, tant que M6 n'a pas parlé d'un truc, tant que, je sais pas quoi, Le Monde n'a pas parlé d'un truc, ça n'existe pas, en fait. Et ça, c'est assez intéressant, en fait. Dans l'opinion publique, quoi. Ouais, voilà. Et ça, c'est assez intéressant, en fait, comme remarque. C'est-à-dire que, en fait, de se dire qu'il y a une sorte de rideau qui fait que tant que tu restes dans des podcasts, tant que tu restes dans des médias alternatifs et tant que tu n'as pas atteint le média mainstream, en fait, ce que tu dis n'existe pas, en fait. Et ça, c'est hyper intéressant comme constatation. Je sais pas si vous êtes un peu d'accord avec ça, mais je trouve qu'on est un peu en plein dedans, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est le truc du labo n'existe pas, quoi. Enfin, voilà. Ouais, non, mais c'est intéressant. Et voilà, moi, je pense qu'il faudrait qu'on s'excite un jour sur comment se fait l'opinion publique, tu vois, et comment les gens se renseignent. J'avoue. Parce qu'en fait, ton truc de dire les médias, tant que t'es pas dans les médias mainstream, l'opinion publique ne sait pas enfin, l'opinion publique n'est pas au courant. Ça présuppose que la majorité des gens ne se renseignent uniquement par un certain nombre de médias restreints. Pas forcément. Je pense que ça présuppose le fait que tant que ça n'a pas été approuvé, en gros, par les institutions approuvées, les gens considèrent que y a un petit mais du coup, ils sont quand même au courant. Alors que là, ce qu'on se dit, c'est qu'ils sont même pas au courant, tu vois. Oui, mais le mec dans l'article, là, en 45, il expliquait bien qu'en gros, il a beau dire aux gens, les gens ont beau dire « Ah ouais, c'est vrai, voir les photos et tout », 2 minutes après, juste, ils vont chez le boulanger et ils vont faire autre chose. Donc en fait, ouais, c'est hyper intéressant. C'est un espèce de rideau qui fait que, en gros, tant que c'est que toi qui sais ou machin et que c'est pas, t'as pas vu ça sur TF1 et que du coup t'as pas cette espèce d'impression que ok, c'est bon, tout le monde sait. En fait, il se passe rien. Et c'est assez subtil. Il y a 2 phénomènes. Il y a le fait d'être au courant et le fait de croire en quelque chose, tu vois. Il y a ça, et je vais rajouter un degré de subtilité parce que justement, pendant la crise des subprimes, tu sais, il donne ça aussi en exemple dans l'essai, c'est que, pas dans l'essai, dans le podcast, c'est que pendant la crise des subprimes, tu peux trouver des mecs qui vont te décrire exactement ce qui va se passer et pourquoi ça va se passer. Et après, tu leur demandes, en fait, t'es devenu riche du coup parce que t'as parié contre le truc, machin, t'as fait ce qu'il fallait faire. Et le mec, qui va te dire, bah non, j'ai pas pu me résoudre à croire que c'était vrai, tu vois. Donc c'est un autre phénomène. Mais là, c'est ce que j'allais dire, parce que ça rejoint ce qu'on disait au tout début, et pareil pour l'Holocauste, là, c'est le fait que c'est inconcevable, en fait. C'est des choses qui, en premier lieu, quand on te les informe, et même de manière argumentée, étayée par des images c'est inconcevable. C'est inconcevable. Et tant donc, qu'on t'a pas dit que t'as le droit de penser ça. C'est ça, en fait. Tant que c'est pas venu par plusieurs sources, parce que peut-être que y a aussi un effet média mainstream, mais aussi bouche à oreille, quelqu'un qui dit « Ah putain, j'ai entendu dire ça. » Enfin voilà, l'Holocauste, en fait, c'est vrai, on m'a remontré d'autres images. Oui, si tout le monde le dit. Et si tu commences à l'entendre de partout, tu fais « Ah putain, donc en fait, c'est un truc, c'est vrai, quoi. » Et... Ouais, je pense qu'il y a ça. Bon, voilà, je voulais citer ça parce que c'est intéressant. Et on va finir parce que je pense qu'on est fatigué. Mais je pense qu'il faut le dire aussi, c'est toutes les questions qui sont abordées dans le livre de en fait, ça sert à quoi de faire cette recherche gain de fonction? Ça sert à quoi d'aller chercher des virus dans des grottes? Il rappelle qu'on vit aujourd'hui dans un monde où on peut quasi instantanément séquencer un pathogène. Donc ça, c'est quand même à la folie, quoi. Et on peut très rapidement fabriquer un vaccin. Hein. Donc, je ne sais pas s'il est très stylé le vaccin, mais en tout cas, on en a fabriqué un rapidement. Et donc, quel est l'intérêt de venir manipuler des virus dans le labo? C'est quoi l'info que tu espères récupérer? Quel est l'intérêt d'aller même en chercher dans la nature, dans des grottes obscures? En fait, la réponse à cette question, elle est
pas du tout évidente, en fait. C'est-à-dire que la vitesse à laquelle tu développes les vaccins, ça n'a aucun rapport avec ce genre de recherche, donc c'est pas un argument. Même les plus hardcore des labos, ils ont des histoires de fuite. Typiquement, le SARS a fuité 7 fois. Hein, et la plupart du temps, on ne sait même pas comment c'est arrivé. Donc, à la rigueur, tu pourrais... ouais. Il n'y a que 2 ou 3... Il y a peut-être 1 ou 2 fois sur les 7 fois où on sait comment c'est arrivé. Donc, il y a les anecdotes dans le bouquin, mais on va pas les faire. Donc en gros, je sais pas, est-ce que ça te donne 72 heures d'avance, même pas, d'avoir fait ce genre de truc? Enfin, en gros, c'est ridicule. Et en gros, quand tu te poses la question, en fait, qui défend en fait ce genre de recherche? En fait, il n'y a pas vraiment d'arguments. C'est des arguments du type, en fait, c'est juste Pour l'importance de la connaissance, la recherche dangereuse n'existe pas, c'est que l'utilisation dangereuse qui est un problème. Et puis il y a même des gens qui disent c'est pas tes oignons, les expériences qu'on a le droit ou pas le droit de faire, en fait c'est notre problème. Donc voilà, donc c'est ça. Je trouve qu'à la fin du bouquin, ça pose aussi la question de en fait juste à quoi ça sert de faire ça. Et même on l'a dit au début, c'est-à-dire que même si c'était une zoonose, le truc est apparu quand même à côté du labo le plus connu. Et ils n'ont même pas été capables de gérer le truc. Donc tout porte à croire que ça n'est pas d'une utilité fulgurante. Et donc voilà, pour ce petit bouquin, je peux finir avec une citation qu'ils ont mis dans le livre, qui est si ça ressemble à un canard, que ça fait coin-coin, il nous faut au moins considérer la possibilité qu'on ait devant nous un spécimen de la famille des palmipèdes. Est-ce que vous avez kiffé ce petit livre viral? Surtout la citation. La citation que vous avez préférée. Bon, je sens qu'on va être obligé de faire le livre de Bruno Le Maire pour se détendre un petit peu dans un prochain épisode. Non, vous avez kiffé? C'est cool. Ouais. Moi, j'ai kiffé parce que j'étais pas du tout au courant de tous les arguments. C'était important de le faire, je pense. Voilà, tous les arguments pour l'hypothèse du labo. J'étais pas spécialement... J'arrivais pas à affecter un niveau de probabilité, tu vois. J'étais là, bon, c'est une hypothèse parmi d'autres, tu vois, je sais pas, peut-être dans ma tête, c'était 20%, tu vois. Et là, à l'issue du bouquin, j'affecte une probabilité quand même beaucoup plus élevée que ça. 3, j'aime bien aussi les bouquins qui ouvrent vers d'autres sujets, tu vois. Et je trouve que là, ça nous donne un peu envie d'investiguer les questions de fabrique de l'opinion publique, de la manière dont les gens se renseignent, de la manière dont la doxa populaire se crée, quoi. Non, c'est cool. J'ai bien aimé. Très cool. Très cool. Intéressant. Allez, on va dormir. Bonne nuit. Bisous. On sait ce qu'on va lire. Arrête. Il est là.